Salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec la team Smart Body. Aujourd'hui, je suis avec Maxime. Salut Maxime. Yo, Et on est avec un invité de marque. On est avec Théo, alias Fitness Miss. salut à tous et merci pour l'invitation. Merci, merci, merci. Et du coup, aujourd'hui, on va parler sur ce podcast un peu d'alimentation avec Théo. C'est une de ses spécialités. On va débattre par rapport à plusieurs sujets. Donc, on va s'intéresser à un sujet qui revient beaucoup avec nos élèves, donc les vacances, un sujet qui stresse beaucoup de gens. Donc, on va essayer de donner des petits tips. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos déjà sur YouTube à ce sujet, mais on se rend compte que ça stresse encore pas mal les gens. Donc, comment gérer ses vacances quand voilà, on est en prise de masse ou qu'on est surtout en perte de poids, comment ne pas ruiner ses objectifs et quand même profiter. Donc, on va parler un petit peu de ça. On va parler aussi des différents styles d'alimentation. Donc, comme vous le savez, nous, on est quand même plutôt spécialisé dans tout ce qui va être diète flexible, tout ça. On aime bien adopter ça avec nos clients, même si voilà, on adapte toujours par rapport au profil de la personne. Mais on voulait avoir l'avis de Théo justement sur ce genre de diète, sur tout ce qui va être jeûne intermittent, la mode avec, comme disait Maxime, le régime OMAD. Donc, voilà, avoir un peu son avis sur ces modes et sur ces différents styles d'alimentation. Et on voulait aussi parler, voilà, pareil, un peu l'effet de mode des nouveaux aliments healthy. C'est quelque chose qu'on va beaucoup aussi revenir avec les personnes qu'on coach. Donc, tout ce qui va être alimentation, on va dire, entre guillemets, healthy, avec tout ce qui va être glace, pizza healthy, tous ces nouveaux aliments healthy qui peuvent piéger pas mal de monde. Donc, voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Ça va être les trois grands thèmes. Et puis, si jamais, comme toujours, les podcasts, c'est une discussion, on est amené à divaguer sur d'autres sujets. On essaiera d'être le plus complet possible quand même. Donc, écoute, Théo, je sais Ouais. que tu as fait une vidéo sur le sujet, mais du coup, peut-être qu'on a des gens qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas vu la vidéo. De toute manière, vous pourrez retrouver tous les liens de ses réseaux sociaux, de ses vidéos YouTube, de sa chaîne YouTube dans la description. Mais je sais que tu avais fait une vidéo sur les vacances d'été. Je crois que ça date un petit peu. Mais voilà, je t'avais dit des petits tips. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui stresse voilà, par rapport aux vacances d'été, au voyage, tout ça, et possiblement des soirées, peut-être un peu alcoolisées, tout ça, et des conseils que tu peux leur donner justement pour gérer ce genre d'événements sociaux Ouais. Ben, déjà, déjà, merci d'avoir parlé de mes réseaux et tout. Tout le monde ne le fait pas. Mais en fait, c'est relativement simple. Il y a deux cas de figure. Il y a soit la personne est prête à partir en vacances, donc si elle a un objectif physique, admettons. Bon, en règle générale, les vacances d'été, on va dire que 95% des pratiquants de muscu, ils se seront préparés plutôt pour être un peu affûtés. C'est rare Mm. qu'on démarre sa prise de masse, tu vois, en mars, avril. On est plutôt en période de dégraissage, quoi. Donc, soit la personne est prête. Donc, si la personne est prête, moi, je prends les vacances et je recommanderais aux gens de suivre plus ou moins ce conseil. Je trouve que c'est le plus pertinent de prendre les vacances comme une période de déload un petit peu, en fait. Hein. On a été en sèche, je ne sais pas, peut-être pendant 8 à 12 semaines, un peu sévère. Derrière, si on se prend 15 jours de vacances ou on s'autorise, déjà, moi, les conseils que je donne, c'est on fait sauter les collations. On ne va pas s'entraîner en règle générale, on va plutôt faire des promenades, des visites, je sais pas, des activités de plein air, du kayak, de la randonnée, de l'escalade, des choses comme ça. Donc de faire sauter toutes ces collations qui, à mon sens, perdent du sens en vacances, parce que les repas le matin, midi, soir vont être souvent plus caloriques. On va aller au resto, on va se faire des barbecues, on va se faire des pique-niques, des choses comme ça. Donc déjà, il y a une forme d'équilibre qui se passe aussi par rapport à ça. Ça laisse un petit peu le système digestif réespacer entre les repas aussi, de récupérer un petit peu plus. Mais voilà, donc ça c'est la première catégorie, c'est ceux qui sont prêts, en fait ils ont mérité leurs vacances, donc ils n'ont pas grand-chose à faire à part les passer, leurs vacances. Après, le petit conseil pour ceux qui sont vraiment anxieux de ça, parce que je sais qu'il y en a, et moi j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit, bon ben je suis sec, mais j'ai pas envie de plus être sec au bout de 3 jours de vacances. Là, dans tous les cas, il y aura un petit peu de rétention d'eau qui va se passer s'ils commencent à manger, je ne sais pas moi, ils commencent à se faire des grillades, un paquet de chips qui se traînent ou un peu d'alcool, ils vont faire un peu de rétention d'eau. Bon,
C'est pas très grave. De toute façon, la rétention d'eau, elle va disparaître quand ils vont bouger un petit peu, transpirer, etc., ou se remettre à la diète après les vacances. Mais ça, déjà, faut le laisser de côté. Faut pas trop s'y attarder, mais il faut essayer. C'est vrai que quand on est en vacances et qu'on veut pas trop stocker, il faut essayer de passer des vacances à bouger un petit peu. Et moi, je pars que en été en vacances, je prends pas d'autres vacances. Et c'est vrai que j'avais remarqué que quand, ben voilà, je me baigne s'il y a une piscine, un lac ou la mer à proximité, donc je nage un petit peu, que je fais des visites régulièrement, donc que je marche, mon physique finalement il se dégrade pas du tout. Au contraire, parfois j'arrive à être mieux. Et je pense qu'il y a un facteur que beaucoup de personnes oublient, c'est le facteur stress. Je ne sais pas dans quelles conditions partent les gens quand ils partent en vacances, mais si on sort d'une période stressante de travail, etc., ou alors de confinement comme on a pu vivre et tout, et que là les gens ils vont un peu décompresser, ils vont se rendre compte peut-être aussi que leur physique peut leur rendre un meilleur rendu dans le miroir, parce que le stress a baissé un petit peu, peut-être qu'ils font un peu moins de cortisol, un peu moins de rétention d'eau, et il peut y avoir des bonnes surprises aussi à relâcher un petit peu la pression. Donc ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est la personne n'est pas prête. Donc du coup, elle a eu un objectif une semaine avant de partir en vacances. Donc une semaine avant de partir en vacances, elle a pris la décision de vouloir perdre du poids. Bon ben là c'est trop. Alors je ne lui recommanderais pas de ne pas suivre son régime la première semaine avant les vacances. Hein. Elle le fait quand même si elle a envie. Mais après pendant les vacances, il faut pas qu'elle se. Je pense pas en tout cas qu'il faut qu'elle se bloque à vouloir faire la diète en vacances parce que c'est quand même assez court comme laps de temps dans l'année. Et elle peut rentrer frustrée, etc. Encore une fois, la seule chose qu'elle peut faire, c'est juste de se dire, OK, si je pars en vacances et que je me fais plaisir, bah, je ne monte pas sur la balance. Je reprends en fait mon objectif à zéro quand je rentre de vacances. Quoi. Mais je ne m'amuse pas à tout compter, tout contrôler en vacances parce que moi, tous ceux à qui j'ai pu en parler, ils m'ont dit c'est une torture en fait. Tu pars en vacances, tu reçois des amis, tu as envie de te faire plaisir parce qu'il y a plein de choses auxquelles tu t'autorises pas le plaisir durant l'année. C'est compliqué. Hein. Je ne sais pas combien de temps, en règle générale, prennent les gens en vacances, mais c'est entre 15 jours et 3 semaines. 3 semaines, ça commence à faire beaucoup, mais en moyenne, ça doit être 15 jours. 15 jours à faire la diète, à être là, à contrôler. Puis l'autre, si les personnes sont en couple aussi, de se dire, on ne peut pas pouvoir offrir un resto à sa femme, ou, parce qu'on n'a pas envie d'être tenté par des frites, des choses comme ça. Je trouve que c'est problématique. Donc, moi, ce que je vois surtout, c'est les plus angoissés, c'est ceux qui ne sont pas prêts, en fait. Et s'ils ne sont pas prêts, c'est que malheureusement, ce n'est pas encore l'heure pour eux de faire attention. Ce n'est pas au moment de partir en vacances qu'il faut faire attention. C'était 1 mois, 2 mois, 3 mois avant. Parce que quand on fait attention avant, moi, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, à chaque fois que je pars en vacances, je suis serein. J'attends qu'une chose, c'est d'aller faire les courses, de prendre les choses qui m'ont fait envie durant l'année. Il n'y a pas de restriction, en fait. Mais parce que je me dis qui plus qu'une personne qui s'entraîne toute l'année et qui fait attention à sa diète toute l'année, mérite, tu vois, vous voyez, de se faire plaisir pendant ses vacances, quoi. À l'inverse, celui qui n'est pas prêt, et disons qu'il faut qu'il laisse ses objectifs de côté. Ça, c'est mon point de vue. Hein. On peut retourner la question sous divers aspects. L'autre option, ce serait vraiment de faire une diète et de faire beaucoup de sport durant les vacances. Après, si la personne est à la maison et que c'est juste, elle ne travaille pas, bon, oui, elle peut faire la diète à fond et s'entraîner. Mais si elle commence à partir en camping et tout, je trouve que ça va être un petit peu contre-productif au niveau moral, psychologique, quoi. Après, c'est mon point de vue. Hein. Je sais pas, Maxime, si tu veux embrayer ou si tu veux que j'enchaîne, mais Comme tu veux. Si tu veux, vas-y et je finis si tu veux. non, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on a pas mal de. Alors, parmi, je reprends encore l'exemple de nos élèves, on a pas mal de femmes en coaching. Ouais. Stress parce que voilà, le poids va augmenter, comme tu l'as dit, c'est souvent, mais on le répète souvent, on le rabâche, mais c'est souvent quand on fait des petits écarts comme ça de la rétention d'eau, il faut vraiment pas se fixer de toute manière sur le poids, il faut mieux se fixer sur le rendu visuel, même si voilà, le rendu va peut-être, comme tu l'as dit, un tout petit peu changer avec de la rétention d'eau, mais encore qu'il faut vraiment avoir un niveau de sèche quand même assez élevé pour le voir. Mais comme tu le dis, c'est souvent contrebalancé par le fait de relâcher la pression et de plus avoir cette sécrétion de cortisol qui va être amoindrie par le fait d'être en vacances et d'être l'esprit tranquille. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui, par exemple, suivent leur diète depuis 3 mois, par exemple, qui se sont qui ont atteint, imaginons, la moitié de leur objectif, là, je trouve pas que ce soit productif, comme tu l'as dit, d'arrêter complètement, de mettre sur pause. Tu vois, pour quelqu'un qui est vraiment pas prêt du tout
je suis d'accord avec toi. Vaut mieux attendre et profiter. C'est parce que c'est pas 3 semaines ou 2 semaines, comme tu l'as dit, qui vont tout changer physiquement déjà, qui vont soit le faire prendre, soit le faire perdre. Mais pour quelqu'un qui est, on va dire, à moitié prêt, tu sais, je prends vraiment le milieu entre les deux. Ah Disons, ouais. il peut éventuellement continuer à suivre un traquage, parce que nous, on travaille surtout comme ça, avec un tracking des calories, tout ça, mais en étant quand même relativement laxiste dessus, sans être trop dans le contrôle, comme ce qu'il peut faire au quotidien, parce que voilà, il a son objectif en tête, la personne, elle veut perdre du poids, mais voilà, sans être trop dans le contrôle, donc quand même relâcher la pression, mais ne pas voilà, se lâcher et potentiellement faire tout déglinguer sur la table tous les soirs si par exemple la personne, comme tu l'as dit, elle part en camping, tout ça. Mais pour moi, voilà, il y a un peu l'entre-deux, la personne qui est à moitié prête, qui suit sa diète depuis quelques mois, qui progresse bien et qui n'a pas envie tu vois, de gâcher tous ses efforts. C'est un peu cet entre-deux-là qui est un peu plus Ouais. difficile à gérer. Mais moi, ce que j'avais dit j'avais fait un cours sur mon site là-dessus où justement pour ces personnes entre deux ça fait suffisamment de temps qu'elles font des efforts de diète et tout, mais elles n'ont pas encore le physique attendu. Elles savent que le physique, il va arriver dans peut-être un mois ou 2 mois, le physique parfait pour ces personnes-là. Et donc, il y a des vacances au milieu. Et ce cas de figure, je l'ai eu et c'est des gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit, mais j'ai vraiment envie de faire au mieux alors que je vais avoir des barrières. Et moi, je leur avais donné des tips. Je dis là, ça va être de l'ordre un peu du bricolage, mais par exemple, j'avais fait des systèmes où j'expliquais. En fait, je lui dis, tu vas prendre toutes les situations que tu vas pouvoir rencontrer pendant tes vacances. Admettons un restaurant avec ta conjointe et tes enfants. Admettons, tu prévois un restaurant. Je lui dis, bah, 6 restaurants, alors, et je lui mettais plein de choses à faire. S'il y avait restaurant dans la journée, alors on peut éventuellement sauter le petit déjeuner. Si tu vas le midi au restaurant ou si tu vas le soir au restaurant, le lendemain matin, tu sautes le petit déjeuner parce que certainement que tu auras suffisamment mangé pour tenir la matinée le lendemain matin. Et donc, du coup, tu vas travailler avec des petites stratégies de compensation comme ça. Mais aussi, si par exemple, tu fais un gros barbecue avec des sauces, des frites et tout le midi, l'après-midi, ou le matin, juste avant ça, tu peux t'accorder 30 minutes, un circuit que tu auras déjà préparé avec ta corde à sauter dans ton sac, tes élastiques, des choses à transporter. Et j'avais donné plein de petits outils comme ça pour si tel événement, alors je fais ça. Et les gens avaient bien apprécié parce que ça leur permettait de garder à la fois un équilibre. En fait, ils ne rentraient pas en ayant pris du poids, ils rentraient comme s'ils avaient mis sur pause, mais ça n'avait pas empiré. Donc, du coup, ils avaient gardé leurs abdos s'ils avaient réussi à avoir un début d'abdos, etc. Ils n'avaient pas continué à progresser. Ça, c'est important de le préciser, hein, parce que je préfère être honnête. Quelqu'un qui veut vraiment sécher et tout, il faut quand même être, quand je parle de sèche, c'est vraiment avoir les veines sur le bide et tout. C'est pas la même chose que perdre du poids. Mais bon, elles avaient pu continuer leur progression au retour et pas avoir une période où justement elles devaient se remettre un gros coup de collier pendant une semaine pour réenclencher la diète sévère. Donc ça marche. Après, c'est de l'ordre du bricolage et ça permettait à la fois de se faire plaisir durant la journée et de payer un peu le prix sur des courts laps de temps, une matinée où on ne prenait pas de petit-déj ou de faire une petite séance l'après-midi. Et j'avais dit aussi, je me souviens, mais il y en a plein des tips que j'avais mis. Il y avait essayer de sniper les féculents, les glucides dans tout ce qui se présente à toi à chaque fois que tu passes à table et d'essayer de te dire, bon, de tout ce qu'il y a devant moi, lequel me fait le plus envie. Et je disais même, si c'est les chips, par exemple, tu en as envie, tu te dis, ok, je vais prendre des chips à l'apéro, mais peut-être que je ne prendrai pas de pain au repas, quoi. D'essayer d'avoir des petits réflexes, de manière à ce que ça soit, tu vois, des quelques grammes d'énergie évitée par-ci, par-là. Et du coup, sur 15 jours de vacances, ça fera peut-être une différence au niveau physique. Et les gens avaient bien aimé ça parce que justement, ça leur permettait ils ont un sentiment où ils ont l'impression de garder le contrôle tout en se faisant plaisir. Alors, le contrôle, ils l'ont dans tous les cas, mais ils culpabilisent moins. Pour ceux qui culpabilisent le plus, ça les aidait à moins culpabiliser. Après, l'idéal étant d'être prêt. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est d'être prêt. Mais bon, évidemment, il y a des gens qui s'y mettent aujourd'hui, donc ils ne sont pas forcément prêts pour partir cet été, quoi. Donc, il faut aussi leur répondre. Non, mais pour le coup, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. C'est exactement ce que je disais. C'est voilà, pour les personnes qui sont un peu entre deux. Je crois qu'il y a un écho. J'entends un écho de voix. Je ne sais pas Ouais, j'entends un petit écho aussi, mais si ça vient de moi. Moi, ça va, c'est audible.
Non, mais c'est bon, vas-y, ça doit être bon. Je ferai une petite coupure. Non, je disais que c'était super intéressant ce que tu disais parce que c'était le point que je voulais appuyer, c'est ça, c'est essayer pour les personnes qui sont entre deux, de relâcher un peu la pression, donc de pas être dans la routine actuelle de toute manière, de leur diète, tout ça. De toute manière, ils y seront pas en vacances, mais à la fois, voilà, garder le contrôle tout en relâchant la routine et avoir l'impression quand même de ne pas faire les mêmes choses que d'habitude et ne pas rester dans l'hyper-contrôle, quoi. Donc, non, c'est super intéressant ce que tu dis. Vas-y, Maxime, je te laisse parler parce que je monopolise la parole depuis tout à l'heure. Non, nos soucis, t'inquiète, nos soucis. Mais en tout cas, moi, je suis enfin, je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et c'est très intéressant. Et moi, j'aimerais juste rajouter un truc pour faire comprendre ça, en fait, aux gens. C'est que c'est important de comprendre et surtout de l'accepter. Parce que le comprendre, c'est une chose, l'accepter, c'est une autre chose. Que dans la vie, en fait, il y a des cycles. Notre vie, notre année, tu vois, globalement, elle va être cyclée. Il y a un moment où on va avoir des cycles où on va travailler beaucoup. Il y a un moment où on va avoir des cycles où on va pouvoir faire la diète, etc. Et il y a des moments où on va être en vacances, tout simplement. À mes élèves, moi, je leur parle beaucoup de rentabilité. Je leur parle beaucoup à un moment donné, il faut que vous maximisiez le cycle dans lequel vous êtes. C'est que c'est complètement délirant. On sait que commencer une diète en période de Noël, par exemple, on sait que c'est pas optimal. Voilà, on est conscient. C'est-à-dire ça, c'est pas un scoop. Ça veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi non plus. Faut pas non plus abuser. Et ça, c'est un petit peu pareil en fait avec le contexte des vacances. C'est que les vacances, moi j'explique souvent, je dis les gars, là vous êtes en vacances, votre but c'est pas de vous stresser. C'est le cycle là dans lequel vous entrez dans un cycle de vacances. Le but c'est de décompresser, c'est de vous faire plaisir. C'est vulgairement à peu près le seul moment où dans l'année où vous pouvez permettre de décompresser de tout, du boulot, peut-être de la vie de famille, peut-être que tu as des enfants et que c'est stressant, etc., etc. Voilà, c'est le moment de lâcher un peu la pression. Doublement, si on prend la période actuelle, on a été confiné pendant je ne sais combien de temps, c'est le moment justement de bien relâcher la pression maintenant qu'on peut, quoi, tout simplement. Et en fait, moi, ce que je leur explique, c'est un truc tout simple, hein, mais ça rejoint un petit peu ce que disait Théo. Je leur expliquais, pour éviter de vous casser la tête, essayez de gagner des calories là où vous pouvez gagner des calories. Je vais dire, le matin, par exemple, si vous savez que le soir, vous allez taper un restaurant, vous allez taper un truc comme ça, déjà, premièrement, vous allez au restaurant, vous n'êtes pas obligé de vous prendre une pizza 4 fromages non plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pouvez très bien vous prendre une belle pièce de bœuf, un tartare, j'en sais rien, un truc, même s'il y a des frites, des choses comme ça, ça sera toujours moins pire de prendre un tartare et des frites que de prendre une pizza 4 fromages, quoi, très clairement. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, en fait, ce que je leur dis, bah, si vous savez que vous faites ça, je dis, bah, ça rejoint un petit peu ce que disait Théo, c'est que essayez de sniper justement les aliments hypercaloriques et de jouer sur des aliments à faible densité calorique, mais à gros volume alimentaire. Donc, je vous dis pas de manger des brocolis vapeur toute la journée, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on peut très bien manger, je sais pas, des crudités, maximiser les protéines, parce que ça, on sait que c'est quand même important, peu importe l'objectif, que ce soit prise de masse ou perte de poids. Maximiser vraiment les protéines et en plus, ça va amener un bel effet de satiété derrière. Sniper ce qui est hypercalorique et comme ça, le soir, généralement, si on n'abuse pas, on va dire la journée ou quelque chose comme ça, généralement, même si on se fait plaisir le soir, entrée, plat, dessert, je veux dire quelque chose comme ça passe. C'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à une progression. Ça, je suis complètement d'accord avec Théo quand il le précisait. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à prendre 10 kilos, quoi. Je veux dire, voilà, faut relativiser, on va dire, par rapport à ça. Effectivement, il y a peut-être une petite rétention d'eau qui va se faire, il y a peut-être des choses comme ça, on va dire, qui vont se produire, mais aussi, parallèlement, et ça, c'est ce que vous disiez tous les deux, généralement, en vacances, c'est rare qu'on passe des vacances dans le canapé, quoi. Je veux dire, on bouge, on sort, on fait du vélo, on va, j'en sais rien, on va faire du paddle, on va faire des trucs, du pédalo, enfin, on va faire des trucs comme ça, on va en mer, on va nager, on fait des trucs du genre. On a généralement une activité physique qui est, ça dépend des gens, mais des fois, ça va de x2, x3, ce qu'ils pourraient faire, en fait, au quotidien. Donc, en fait, ça, couplé à cette stratégie un petit peu intelligente où on se casse pas trop la tête, juste on se dit, bah, je limite les aliments hypercaloriques, etc. Et je me concentre sur le volume alimentaire, sur tout genre de trucs pour me faire plaisir le soir. Bah, en fait, on se casse pas trop la tête. Et c'est d'autant plus facile, en fait, de le faire dans des moments comme ça, dans ce fameux cycle de vacances. Pourquoi? Parce qu'en fait, je prends l'exemple du restaurant le soir, mais ça met un petit peu la carotte. C'est un peu comme l'âne avec la carotte qu'on fait avancer, en fait. Ça sera beaucoup plus simple de se restreindre, entre guillemets, un tout petit peu la journée sur des aliments par rapport au pain, par rapport à, comme tu disais Théo, le pain, le riz, enfin voilà, tout genre de trucs-là, parce qu'on sait que le soir, il y a le resto, tout simplement. Et c'est beaucoup plus simple de le faire dans ce contexte-là
que de le faire dans la vie de tous les jours où en fait, voilà, on fait un truc hyper agressif, etc. Donc en fait, pour moi, voilà, et généralement, je remarque que parmi mes élèves, ils sont très stressés quand ils partent, mais en fait, quand ils reviennent, ils disent putain Max, en fait, t'avais raison, ça s'est bien passé et mon poids n'a pas bougé, ma shape n'a pas bougé, rien du tout quoi. Et c'est bien parce que ça, quand on le vit une fois, généralement, bah en fait, on le comprend et on l'imprime. Et du coup, pour les prochaines vacances ou les trucs comme ça, bah on a moins d'appréhension quoi, tout simplement. Ouais. Mm. J'ai un tips encore, même deux à donner d'expérience, si vous me permettez. Le Vas-y. premier, c'est que en règle générale, quand les gens partent en vacances, soit ils vont dans la famille, soit ils Mm. rejoignent des amis dans un gîte, ou alors ils vont à l'hôtel, ou ils font du camping, etc. Moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est de louer un truc où il y a une cuisine et de pas louer une chambre Ouais, d'hôtel. pas con. C'est con, mais déjà, quand tu as de quoi cuisiner, moi, je loue avec ma femme, on loue que des trucs où il y a au moins une cuisine. Donc, des fois, c'est des cabanes en bois, des fois, mais il faut qu'il y ait de quoi stocker de la bouffe et cuisiner. Et c'est vrai que ça, c'est un détail tout con, mais quand il y a un fond de cuisine, quand tu arrives sur place avec ton huile d'olive, ton machin, des couteaux, des assiettes, un four, une plaque de cuisson, bah, tu n'es pas tenté déjà dès le premier jour de te dire bon, bah, on n'a rien à manger, on commande une pizza. Et en fait, tu t'évites pas mal de choses. Deuxième petit tips, et ça m'est revenu quand tu étais en train de parler justement de sniper les choses. C'est vrai qu'en vacances, très souvent, on a envie de sucrer. Bon, peut-être pas tout le monde, mais on a souvent, bon, la petite pâtisserie, ça va bien, à 16 heures, on a envie de se faire plaisir et tout. Il y a un truc pareil que j'ai remis un petit peu au goût du jour depuis, on va dire, quelques années, c'est que, on va dire que plus de 50% des desserts et des sucreries que je prends en vacances, ben, vu que j'ai le temps, je fais des grosses salades de fruits. Alors évidemment, c'est pas zéro calorie, hein, on n'est pas sur des crudités, des choses comme ça. Mais comparé à un éclair au chocolat, une bonne salade de fruits, franchement, quand on est adulte, ça plaît quasiment à tout le monde. Une salade de fruits avec des fruits de saison, c'est le moment, ça hydrate bien et on le sent pendant l'été qu'on a une certaine appétence pour les fruits. Je trouve que c'est un truc, ça permet d'éviter pas mal de gâteaux, de conneries comme ça. Et la dernière chose que j'avais à dire, c'est on a beaucoup parlé des gens pour perdre du poids, mais il y a, encore une fois, en vacances, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, quand ils partent en vacances, ils prennent du poids parce qu'ils mangent trop, etc., et ils bougent plus assez. Et il y a ceux qui, je sais plus comment on les appelle, les hard gainers, ces gens qui, justement, quand ils partent en vacances, eux, ils fondent. Ils perdent du muscle. Et eux, ils sont très angoissés aussi, ces gens-là. Ils ont bataillé pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans à construire péniblement 5 kilos de masse musculaire. Ils s'arrêtent pendant 15 jours, ils perdent 5 kilos. Et ces gens-là, ils sont parfois plus anxieux que ceux qui prennent facilement du gras. Et ceux-là, c'est plus compliqué parce qu'on sait que ces gens-là, quand on les sort de leur rythme alimentaire suffisamment calorique avec leur collation et tout, et souvent quand ils passent à la nourriture malsaine, ce sont des gens qui fondent aussi. Et on sent qu'ils ne fixent pas ces choses-là. C'est quand même étrange. Ils n'arrivent pas à les métaboliser correctement. Et donc, il faut qu'ils mangent sainement souvent. Et surtout, on le sait, hein, s'ils arrêtent de pousser des barres lourdes, le muscle, il a tendance à partir plus vite. Et ces gens-là, c'est vrai que moi, je trouve plus compliqué de les aider que les gens qui sont en surpoids. Parce que les gens en surpoids, on peut toujours bricoler, on les fait visiter 2-3 musées, comme tu disais tout à l'heure, tu fais un peu de pédalo, des choses comme ça. C'est assez facile de manière ludique de les stimuler un petit peu et après de leur dire, bon, écoute, quel est ton plaisir du jour? Tu te focalises dessus, le reste, tu fais attention. Mais par contre, les gens qui perdent facilement du poids parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner, pas avoir leur collation toutes les 2-3 heures avec leur poudre d'avoine et tout pour essayer d'ingurgiter de la calorie, eux, c'est plus compliqué. Et dans ce cas-là, ces gens-là, il faut essayer plutôt de les mettre un peu au repos, je crois. D'essayer de ne pas trop les rendre surexcités, de les laisser manger à leur faim, mais de pas trop qui se disent pas faire du sport pour faire du sport, parce que beaucoup ils se disent bon, j'ai voulu faire un petit quelque chose, je suis allé courir et en fait ils rentrent, c'est pire que mieux quoi. Ils ont perdu, au lieu d'en perdre 5, ils en ont perdu 7 quoi, des kilos. Donc c'est voilà. Bon, après je sais pas ce que vous en pensez, vous avez peut-être un point de vue par rapport à ces gens-là, mais ouais, moi ça ah pardon Riwan, tu veux Vas-y. Ok. Moi ça ce que je leur conseillerais comme ça instinctivement, sans trop réfléchir, je leur dirais déjà d'essayer de garantir un taux de prot peut-être un peu plus élevé que la normale. Je sais pas si je peux donner un chiffre parce que ça dépend des gens, mais moi je sais qu'en règle générale, sur des coachings classiques, j'essaye de me mettre entre, alors c'est une fourchette un peu large, mais entre 1,8 et 2,5 suivant le cas par kilo de poids de corps ou masse maigre, ça dépend encore le cas.
là, je dirais peut-être d'essayer d'augmenter un petit peu plus par rapport à ce qu'on a de manière normale. Par exemple, si on est entre 1,8, bah, pourquoi pas monter à 2,2, par exemple. Voilà, essayer de monter à quelque chose comme ça. Et deuxièmement, c'est d'essayer de les rassurer aussi un petit peu. Parce que généralement, quand ça se produit, bien souvent, c'est souvent dû à des réserves de glycogène peut-être qui se vident un petit peu, voilà, des choses comme ça, le muscle qui se dégonfle un tout petit peu. Et voilà, essayer de les rassurer et de leur dire, bah en fait, ne paniquez pas parce que c'est l'histoire de 2 semaines, 3 semaines au pire, tu vois, c'est rarement beaucoup plus, 2, 3 semaines. Donc, vous n'allez pas perdre 25 kilos en 2, 3 semaines, c'est pas possible. Donc déjà ça. Et le troisième truc, à la limite, je peux dire, s'ils peuvent et s'ils en ont envie, c'est toujours pareil, parce que je parlais de fixe tout à l'heure, ça marche aussi dans ce cas-là. Encore faudrait-il avoir envie de faire ça. Pourquoi pas s'intégrer peut-être 1, 2 petites séances dans la semaine où on va faire, sans dire, je vais pousser de la grosse fonte, mais peut-être faire un petit peu de pompe, faire un petit peu de traction, un petit peu voilà des choses comme ça pour essayer de stimuler un petit peu plus la masse musculaire. Et voilà, ça c'était des choses que je dirais comme ça de manière instinctive, c'est au moins de contrôler le taux de prot. Et après le reste, voilà, de faire attention. Et je suis d'accord avec toi, Théo, aussi peut-être potentiellement de les mettre un petit peu au repos pour essayer de limiter justement cette dépense et cette chose-là. Bien que j'amène une petite réflexion par rapport à ça, c'est que parfois le fait d'être occupé, ça évite de stresser aussi, parce qu'on est occupé, tu vois justement, parce qu'on est occupé. Donc, à voir suivant le cas de la personne, c'est vrai que ça peut être bien de le mettre au repos, mais c'est vrai que ça peut être bien aussi de lui dire, bah reste, sans dire d'aller courir un marathon, quoi, mais de lui dire, reste au moins un petit peu occupé, comme ça t'évite de penser, ça t'évite de réfléchir à ça. C'est une petite nuance qui, je pense, ça peut être bien suivant les cas. Ouais, bah, après, il peut s'occuper sans s'activer, du style la lecture, des Jouer aux choses, cartes, ouais. ouais, des trucs un petit peu plus zen, on va dire. Souvent, en plus, c'est des choses que les gens désirent faire. Quand je parle avec les gens, souvent, je me rends compte, ah, j'ai pas le temps de lire, ah, j'ai pas le temps de faire telle et telle chose. Moi, c'est tout bête, mais par exemple, j'ai des mots, je le mens pas, je mens pas, hein. J'ai des mots croisés, voilà, parce que c'est des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et moi, je le fais pour mon vocabulaire, pour les mots, pour l'orthographe, etc. Et c'est vrai que c'est des choses, ça, quand on est dans une période de bourre, on n'a pas le temps. On est de faire une grille de mots fléchés, ça prend du temps. Enfin, je veux dire, il faut répondre les mails, les machins, tourner des vidéos, aller s'entraîner, préparer la bouffe. Et on est dans un rythme de vie. Et justement, moi, quand je me prends un petit week-end et tout ça, ce genre de choses, on trouve le temps de le faire. Et il y a plein de petites activités comme ça, hein, qu'on ne se rend plus trop compte, mais on a toujours une excuse pour pas le faire dans le mode de vie normal. Et dès qu'on est en vacances, ben on se dit, c'est pour ça, moi, quand je pars en vacances, j'ai toujours un sac avec des livres papier, des trucs que j'ai achetés parfois 6 mois avant, que j'ai pas réussi à lire. Et là, je me détends, les pieds dans la piscine et je lis, je fais mes mots croisés comme ça entre les balades, entre les sorties, les restos. Mais c'est vrai que euh, pour le taux de prot, c'est une bonne idée. Surtout que souvent, ces personnes-là, vous avez dû le voir aussi dans vos clients, c'est souvent des personnes, quand on leur parle, ils nous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils grossissent pas, pourtant ce sont des gros mangeurs. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce sont des gros mangeurs ponctuels. Ils vont beaucoup Ouais. manger par exemple le midi ou le soir et on leur dit t'as pris quoi comme petit déjeuner? J'ai pas le temps, j'ai bu un café et j'ai mangé un croissant 1 heure après au bureau. Bon, et en fait ce sont des faux gros mangeurs quoi. Et souvent, quand tu leur mets une côte de bœuf dans l'assiette, ils vont rarement au bout quoi. Et c'est aussi des personnes qui ont, et ça je sais parce que j'ai des amis, plusieurs amis qui sont vraiment concernés par ça, et je suis assez observateur là-dessus, ce sont des gens qui se lassent très vite d'un même aliment. Quand ils vont par exemple avoir 200 grammes de poulet dans l'assiette, bon bah le poulet c'est sûr c'est un peu fade et tout, mais ils vont rarement aller au bout. Et quand je leur dis mais pourquoi tu n'arrives pas à manger ta dose, ils disent bah, j'ai encore faim, mais plus pour ça. Alors qu'un gros mangeur qui a été typiquement comme moi en surpoids, donc moi je me qualifie vraiment comme gros mangeur. Avant, j'étais vraiment quelqu'un qui, enfin bon, j'ai de l'appétit. J'avais aucun problème à manger mon blanc de poulet, à finir celui de ma copine et à manger derrière beaucoup de riz et tout ça. Mais sans avoir besoin de sauce ou autre avec, parce que c'est de l'appétit que j'avais. Je n'ai pas besoin d'être stimulé par de la nouveauté. D'ailleurs, il y avait une émission assez intéressante là-dessus il n'y a pas longtemps, sur justement le fait que ce qui crée un gros problème aujourd'hui pour le surpoids,
c'est que les gens sont trop stimulés par trop d'aliments en même temps. Mm. Quand ils sont à table, je parle, ils vont avoir, ou même, en fait, le meilleur exemple, c'est le flunch. Je ne sais pas si ça existe encore, flunch, mais Si, ouais. cette idée où tu as les buffets un peu à volonté, puis le plat du jour, puis le dessert où tu as le choix entre plein de trucs. Et en fait, tous ceux qui sont allés dans les restaurants un peu à volonté, moi le premier, j'adorais ça, même des fois j'y vais encore, on mange 2 fois plus que d'habitude, même, je sais pas, 3, 4 fois plus, parce qu'il y a tellement de choix devant les yeux on veut goûter un petit peu à tout. Et quand on limite le choix, c'est pour ça des fois quand on parlait hors enregistrement tout à l'heure de la simplicité des assiettes que je propose, c'est aussi ça. C'est aussi, bon, bah, t'as quoi dans l'assiette? Bah, j'ai une source de glucides, une source de végétaux, une source de protéines et un peu de graisse. Mais il n'y a pas Mm. 2 sources de protéines, 3 sources de glucides. Je me contente de ça. Et c'est vrai que quand on a ça, on se rend compte qu'on mange moins en fait. Parce que l'appétit, quand il est coupé, il n'y a rien d'autre qui va venir stimuler le plaisir en fait. Et souvent, quand on se prend un dessert ou du fromage, on n'a plus faim. On a juste envie de fromage, on a juste envie d'un dessert, mais on n'a plus réellement, concrètement, on n'a plus faim, quoi. Et bon, je ne sais pas pourquoi je suis parti aussi loin, mais c'est vrai qu'il y a des différences entre les gens qui sont qui pensent être des gros mangeurs et des vrais gros mangeurs. Et en vacances, c'est pour ça que j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur les protéines, c'est vrai que souvent ce sont des gens qui vont avoir du mal à manger suffisamment de protéines. Donc déjà que consciemment, ils aient dans leur tête, bon, il faut que je mange suffisamment de protéines. Donc typiquement, ça va être le réflexe au resto de commander la côte de bœuf ou autre, ou s'ils sont véganes, autre chose, j'en sais rien. Et donc, du coup, qu'ils aient cette petite chose en tête, le matin, au lieu de me faire brioche Nutella, je vais peut-être me faire des petits déjeuners à l'anglaise, quoi, qui sont très bons Ouais. d'ailleurs, hein. Moi, je D'ailleurs, je kiffe. recommande à tous ceux qui n'arrivent pas à manger salé le matin, écoutez bien mon conseil, si vous n'arrivez pas à manger salé le matin, prenez-vous une nuit d'hôtel où il y a le petit déjeuner compris, avec des petits déjeuners anglais. Donc, typiquement, quand ils proposent sur la carte œufs brouillés, toast et tout ça. Même dans les Airbnb avec des nuits pas chères, des fois c'est faisable. Et le fait que ce soit préparé par quelqu'un d'autre et que vous ayez le temps de vous réveiller, donc souvent vous aurez à peu près entre 20, 30, 40 minutes avant de prendre votre petit déjeuner, et ben vous allez voir que ça passe. Et la problématique des petits déjeuners salés, c'est qu'en ouvrant les yeux le matin au saut du lit, on est beaucoup plus apte à se mettre du sucré sur la langue que du salé. Et moi, le premier, quand j'ouvre les yeux, j'ai besoin d'un certain temps avant de prendre mon petit déjeuner salé. Donc, en général, bon, voilà, je m'habille, je prépare le café, des choses comme ça. Mais au bout de 20 minutes, c'est bon, mon palais est un peu ouvert. On va dire que je suis un peu moins, je souffre un peu moins de l'inertie du sommeil. Et là, à ce moment-là, le petit déjeuner salé passe et est beaucoup plus désirable que du sucre. Donc, c'était juste un petit conseil que je donne comme ça. Profitez des vacances pour prendre des nouvelles habitudes aussi. C'est le bon moment, puisque ça Mm. change de contexte. C'est clair. C'est clair. Pour finir sur comme tu disais, sur les gens qui ont un métabolisme très haut, qui ont besoin d'énormément de calories pour ne serait-ce qu'espérer prendre 2-3 kilos pendant l'année. C'est vrai que ça me rappelle, il y a un YouTuber qui s'appelle Loïc Fit, je ne sais pas si vous connaissez. Si, c'est Oui. un bel athlète. Il est costaud. Oui, ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Costaud, ouais. Et du coup, il parlait de ses vacances justement où il perdait 8 kilos en 2 semaines parce que voilà, il n'arrivait pas justement à suivre sa diète à, voilà, comme je disais, je crois 5000, 6000 calories. Donc c'est vrai que le premier conseil qu'on peut donner, c'est de toute manière manger, 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 manger parce que c'est vrai qu'il y a peu de chances pendant les vacances, si tu profites, tu vas faire des balades, tout ça, que tu atteignes tes calories, sachant que tu n'es pas dans ta routine. Donc, il y a très peu de chances que tu atteignes tes calories. Donc, les moments où tu peux manger ne te restreint pas. Mange de toute manière ce genre de personnes. Bah, comme tu disais, les vrais gros mangeurs vont pas forcément se restreindre, surtout en vacances. Mais c'est vrai que moi, même moi qui ne suis pas dans ce cas-là, dans le cas des personnes qui perdent facilement du poids, j'ai tendance à tourner autour de 3500, 4000 calories dans l'année au quotidien pour me maintenir et ou légère prise de muscle, être en léger surplus. Mais c'est vrai que quand je suis en vacances et que je vais manger du coup des aliments différents d'habitude, je me rends compte que quand même je vais revenir avec 1 kilo ou 2 kilos de moins sur la balance parce que j'ai quand même tendance à moins manger. Et comme on l'a dit, pour les personnes en perte de poids, on a quand même tendance à pas mal s'activer. Donc, c'est quand même un bon conseil que tu as donné. Essayer de faire des activités un peu plus relaxantes, surtout si on a un métabolisme qui marche à 200 à l'heure et qu'on a beaucoup de mal à prendre du muscle. Donc, voilà, si on essaye, je pense, de bien manger,
de pas trop faire d'activité. Après, voilà, on va pas dire aux gens non plus de ne rien faire, mais c'est vrai que pas forcément avoir des… Si on veut vraiment garder son poids, essayer de faire des activités un peu plus relaxantes. Mais voilà, après, comme Maxime l'a dit, pourquoi pas réintégrer un peu d'activation musculaire avec 1 ou 2 séances, histoire de congestionner un peu avant d'aller à la plage. Mais, Ouais. non, c'est vrai Bah, que pour… après, il y a beaucoup d'Airbnb et tout qui ont des. Moi, je regarde de temps en temps, il y a pas mal d'Airbnb maintenant qui ont quelques équipements de muscu. Des fois, je sais pas, vous tapez sur Airbnb musculation et Ouais, comme ça, vous avez tous les logements où il y a une barre, un banc ou des fois une barre de traction. Ça peut être, parce qu'il y a tellement de choix, que ça peut être un facteur de choix. Et même ceux qui vont à l'hôtel, bon, ça coûte un peu cher l'hôtel, hein, et puis il n'y a pas de cuisine. Mais dans les hôtels, des fois, il y a des salles de muscu. c'est ça. Mm. Pour ces personnes-là, à choisir, je pense qu'il vaut mieux la cuisine pour bien Ouais. manger que Ouais. une salle de muscu. Parce que s'ils mangent Bah oui, la nourriture et de puis l'hôtel… sortir un peu de la routine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. S'ils mangent à peine la nourriture de l'hôtel, qui je pense est un peu juste au niveau des calories, quoique peut-être s'il y a des plats à volonté, mais à part le petit-déj, je pense pas que ce soit à volonté. Mais Ouais. voilà, et qu'en plus ils font des séances là, c'est road to 10 kilos en moins à C'est la ça. fin des vacances. Mais ouais, tu as raison en tout cas de parler de ces personnes-là, parce que voilà, c'est limite plus compliqué à gérer et plus compliqué à rassurer. En plus, voilà, surtout les personnes qui… Mais je Vas-y, ne sais vas-y. pas si vous avez remarqué ça dans vos clients, mais durant le confinement, on a pu voir exactement qui avait un vrai bon métabolisme et qui en fait avait un mode de vie qui brûlait beaucoup. Moi, j'ai vu des gens qui avaient, j'ai une personne très proche de moi, hein, qui a un métier d'artisan. Et lui, je regarde un peu sa diète régulièrement parce qu'à chaque fois, il me dit, regarde, je mange bien. Bon, il mange pas bien, mais il essaye de faire des efforts pour lui manger des graines comme ça, des plats préparés, des graines en plats préparés, c'est manger sainement. Mais c'est un premier pas déjà. Et en fait, il est bien, il a une ligne d'abdos, il a presque 40 ans, il a un petit peu d'abdos et tout. Mais en fait, je me disais, mais c'est fou, il a une super génétique. Le confinement est arrivé, il a été au chômage partiel, donc chez lui, dans un T2 de 50-60 mètres carrés, pas de sport, rien du tout. Il a pris un bide phénoménal, quoi, par rapport à son physique habituel. Et c'est là, je lui ai dit, bah, tu vois, toi qui pensais avoir une bonne génétique, remercie ton emploi d'artisan, en fait. Mm. C'est ton Ah mode de oui. vie qui a créé qui a conditionné ton métabolisme à pouvoir un peu encaisser tout ce que tu manges. Mais si tu lui enlèves ce mode de vie-là, donc cette activité, ton job, 8 heures par jour, il est debout, il bouge tout le temps, eh ben, ça s'est vu tout de suite. Et donc, c'est pour ça, on a pu voir vraiment ceux qui avaient un super métabolisme, donc vraiment les usines à brûler tout, et ceux qui pensaient en avoir un, et en fait, ils se rendent compte que leur travail les sauve. Donc, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils se blessent. C'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, là, c'était vraiment dans l'extrême de… Ah bah là, c'était la meilleure expérience, là. voilà, c'est Ah ça. oui, 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 oui. Culture du courant, ouais. Et d'ailleurs, moi personnellement, à m'entraîner à la maison et tout ça, même je peux suivre ma diète comme je veux. Mon mode de vie n'a pas changé parce que je travaille devant un écran et durant le confinement, j'ai travaillé devant un écran aussi. J'ai tout le matos à la maison et je m'entraînais à la maison déjà avant le Covid. J'ai remarqué même sur moi que j'avais tendance à m'alourdir un petit peu. L'effet confinement, donc l'effet psychologique confinement, a créé une forme de, je sais pas, je sais pas, de passage à l'inaction. Et le corps, comme si le corps le sentait en fait. Mm. Ça sert à rien d'être prêt à faire quelque chose puisque de toute façon on n'a pas le droit. Mm. Et il y a eu une certaine mollesse en fait qui s'est installée. Et heureusement, je pense que les entraînements étaient là pour essayer de garder un peu de vitalité, mais je l'ai senti que pourtant moi mon mode de vie ne change pas réellement. Hein. C'est que bon maintenant je peux sortir voir mes amis et tout ça, mais le mode de vie ne changeait pas réellement. Pourtant il y avait ce sentiment de mollesse qui s'était installé. Je ne sais Ah, il pas y si vous avait… avez ressenti de la même façon, mais Si, 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 il y a eu une sédentarité plus, en fait, ouais, ouais. qui s'est installée. Et moi, en fait, j'en ai parlé avec beaucoup de collègues parce que, enfin, vraiment, j'appuie ce que tu dis. Autant j'ai eu des gens qui n'ont pas forcément trop bougé, autant j'en ai eu, parce que c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai beaucoup de perte de poids. Autant j'en ai eu, putain, pour qu'ils perdent, fallait descendre, quoi, parce que vraiment, c'est mort, ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas. Et je mets ça vraiment sur le coup de ce que tu dis, en fait, d'une sous-activité plus, où en fait les gens ne font plus rien, mais ne font même plus.
c'est bête, hein, mais le simple fait, j'ai souvent donné cet exemple, mais le simple fait d'aller en boîte, admettons, même si tu picoles un peu, tu bois un verre ou deux, tu bois un truc comme ça. Mais le temps que tu vas passer entre 2 et 5, 6 heures, des fois, à danser, à gesticuler partout, à machin, à faire des trucs comme ça, mais j'ose même pas, c'est même pas possible d'estimer, on va dire, une dépense calorique, on va dire là-dedans, mais la dépense calorique, c'est énorme, c'est énorme. Et en fait, le simple fait d'enlever ça, ben, ça flingue. Enfin, en fait, et là, on parle pas forcément d'entraînement, de quoi que ce soit. Juste, on enlève la vie. Juste, on enlève la vie, en fait. Et j'ai remarqué, ouais, qu'il y a des gens, putain, t'as beau faire ce que tu veux, ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. C'est vraiment. Ouais, mais c'est comme tu dis, sédentarité plus plus. Pour la danse, justement, c'est marrant parce que je regardais là récemment des comparaisons de dépenses un petit peu d'équivalent. Il y a eu un bon reportage sur France 5, je crois qu'il est disponible sur YouTube, sur le diabète. Il dure 1h30 et il parle un petit peu de, justement, à un moment, il parle de repères. Bon, je suis toujours un peu sceptique par rapport quand on dit tant de cordes à sauter brûle tant de calories parce que ça prend pas tout en compte. Mais c'est vrai que l'exemple de la danse que tu donnes, il est bon parce que quand tu danses, tu es à la fois dans un effort physique relativement intense, entre guillemets, parce que danser, c'est quand même la coordination, le mouvement. Il faut que ça soit esthétique, donc il y a une volonté de faire quelque chose de bien travaillé, mais c'est aussi tu prends du plaisir, et quand on prend du plaisir, on sait qu'on brûle un petit peu plus. Et donc du coup, c'est sûr que moi, ma compagne danse la salsa, et elle me dit, moi, le remède magique quand j'ai 2-3 kilos à perdre, elle fait quelques soirées salsa durant la semaine, et hop, c'est réglé. Parce que justement, elle sait qu'elle va danser pendant 2-3 heures d'affilée, et c'est vrai, hein, c'est la réalité. Et ça brûle beaucoup, et en plus en se faisant plaisir. Bon, on n'a pas tous après des activités comme ça super plaisantes. Moi, je me rappelle qu'un des trucs qui brûlait énormément de calories en plaisir, mais je pense qu'on ne pourra pas le refaire de sitôt, c'était comment ça s'appelle déjà? Les trucs là dans les pièces noires avec les lasers, les pistolets laser entre potes. Les laser games. Laser game, voilà. On a des équipes 5 contre 5 et on doit se shooter là. Ça, j'étais impressionné à quel point on sortait trempé de sueur de ces trucs-là. Ah oui. Hyper intense, quoi. Et c'est ludique, on s'en rendait pas compte. Et c'est le truc qui m'a le plus surpris sur le côté. J'ai dépensé beaucoup alors que je m'en suis pas du tout rendu compte. C'était assez impressionnant. Mais bon, il y en a plein certainement des activités, mais celle-là, elle m'avait vraiment marqué. Voilà, c'était juste. J'ai failli casser mon micro au passage. J'ai vu. Ok, bon bah écoutez, je pense on a fait un grand tour de la question. On a même, comme j'avais dit au début, divagué un peu sur divers sujets, mais c'était super intéressant. Je pense que je vais embrayer sur la question que je voulais poser à Théo, question fatidique, parce que voilà, comme j'ai dit, comme vous le savez, nous on est pas mal porté diète flexible, c'est quelque chose dans lequel on croit et qui marche bien sur nos élèves. Voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de la diète flexible. Si je te pose la question comme ça, de but en blanc, que penses-tu de la diète flexible? Flexible à quel point en fait? Parce que flexible, si c'est comme moi je fais, incorporer du chocolat noir à 90% devant la télé le soir, est-ce que si ça fait partie du flexible? En fait, le problème pour moi, la flexibilité intervient quand on doit mettre des aliments qui sont fondamentalement mauvais, donc typiquement transformés, on va dire. C'est ça, hein, pour moi, les aliments mauvais, les aliments transformés, et d'ailleurs, il faudra que j'en parle après de quelque chose, mais pour moi, donc ça voudrait vraiment dire qu'on va incorporer des aliments que l'on sait, c'est vérifiable, qui sont mauvais, dans une diète où on sait qu'elle est bonne. Par exemple, on va dire, admettons, la diète méditerranéenne. Donc, on suit une diète méditerranéenne, celle qui est la plus référencée aujourd'hui pour la santé, la longévité et tout. Dans cette diète-là, on va y inclure peut-être un croissant le matin. Donc, est-ce que ça, c'est la définition du flexible? Moi, quand les personnes me disent « Théo, je fais tout bien et le matin, c'est mon péché mignon, je prends un croissant », je vous dis « Ça serait mieux sans ». Mais je veux dire, tu fais tellement mieux que 99% des gens que tu auras des résultats avec ça. Mais après, moi, je leur dis, si ce genre de diète te permet de tenir, tant mieux. Parce que si après, tu enlèves ce croissant, mais que ta diète méditerranéenne, tu la tiens 15 jours et qu'après, tu manges fast-food à volonté et tout, je lui dis, là, tu n'auras pas gagné au change. Donc, plutôt, c'est pour ça que j'essaye de voir la nuance. Parce qu'après, il y a la diète flexible qui, là, c'est matin, midi, mal et que le soir, bon. Bon, là, pour moi, c'est plus cohérent, quoi. Et autre chose, quand on a une diète flexible, à mon sens,
on doit avoir un petit peu plus de stratégie de compensation. Parce que, alors, je pense que la diète flexible en prise de masse musculaire, elle pose un peu moins de problèmes pour une raison particulière. Hein, certainement, il y a d'autres problèmes, mais c'est que quand on est en prise de masse, on a un apport en micronutriments, en vitamines, oligo-éléments, toutes ces choses-là, suffisant. Quand on est en sèche, enfin suffisant, c'est un grand mot, mais en tout cas, on est mieux que quand on est en maintien ou en sèche. Quand on est en sèche, on le sait tous, on a moins de vitamines, oligo-éléments, minéraux et tout ça. Et donc, du coup, si on vient sucrer une part des apports caloriques en ajoutant, par exemple, un KitKat, et ben, ça va faire, je sais pas, 400 calories qui apporteront 0 micronutriments alors qu'on est déjà… voilà. Donc, si les gens suivent ce genre de diète, un conseil que je leur donnerai, s'ils sont au régime en sèche particulièrement et qui ça leur permet de tenir leur sèche, d'avoir une petite sucrerie ou un petit truc qui sort de leur diète, ben de prendre un complément alimentaire de vitamines et pour essayer de compenser la carence. Il ne faut pas que ça devienne après je faute alors je compense, mais d'essayer de raisonner de manière cohérente par rapport à ça, quoi. Après, moi personnellement aujourd'hui, ma diète elle n'est pas flexible sur la journée, mais sur la semaine. En fait, ce que les gens font sur la journée, moi, je le fais sur la semaine. Je suis strict du lundi au samedi. Et le samedi soir et dimanche, je vais me faire plaisir. Donc, c'est une forme de flexibilité que j'ai, moi, étalée sur 7 jours. Et certains vont l'avoir sur une journée. Est-ce que ceux qui l'ont sur une journée, ils font moins bien que moi? Je ne pense pas. En fait, c'est que chacun trouve son équilibre. Je suis personne pour juger. Enfin, voilà. Et après, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a une notion très particulière. C'est quand je parle d'aliments transformés, beaucoup de personnes oublient, mais les protéines en poudre, tous ces compléments alimentaires, ça reste des substances transformées aussi. Et beaucoup de sportifs disent ah ben voilà, moi je mange rien de transformé, c'est que du sain, et ils prennent des protéines en poudre. Moi j'en prends aussi, mais il faut juste avoir conscience que ces poudres de protéines, on y met des choses dedans. Alors pas toutes, il y en a où ils essayent de faire attention, mais quand même, on a toujours ou du sucralose ou de l'aspartame pour essayer de donner un petit goût sucré. Sauf si on les prend goût neutre, bio et tout, mais on a toujours ces petites choses-là. La créatine, bah, c'est pas de la créatine qu'on tire du muscle de l'animal, hein, c'est du chimique. Donc, on va avoir des choses transformées qu'on ignore qu'elles le sont en fait. Et le sportif qui prend des compléments alimentaires, il prend déjà des aliments transformés par le biais de ces compléments alimentaires-là, parce qu'il y aura toujours des choses, des agents blanchissants pour que la poudre ait une belle couleur et tout ça. Et ce sont des choses qui sont aussi utilisées dans les aliments transformés qu'on essaye de repousser de sa diète. Donc, c'est pour en avoir conscience, en fait, et de se dire, OK, si j'ai déjà plein de compléments alimentaires, est-ce que j'ai envie de rajouter à ça plein d'aliments transformés, quoi? Non, bien sûr. Non, Ouais. bah, je vais pour poser un peu nos. Alors, c'est mon point de vue, parce que c'est vrai qu'on est dans la même team, mais on a tous nos propres points de vue par rapport à ça. C'est vrai que la diète flexible, c'est plus complexe pour moi que. Alors, il y a plusieurs sortes de diète flexible, comme tu l'as dit, hein, ça peut être du grand n'importe quoi, comme ça peut être très cadré. Pour moi, c'est vraiment essayer d'avoir, alors déjà, le bon apport en macronutriments, donc une bonne répartition en macronutriments qui correspond à ton objectif, donc que ce soit protéines, glucides, lipides, fibres, et essayer d'avoir un bon apport. Évidemment, essayer d'avoir un bon apport en micronutriments, c'est vraiment voilà, la deuxième chose pour moi la plus importante. Donc, évidemment, en incorporant à ces assiettes des légumes, voilà, en ayant des fruits. Comme tu l'as dit, c'est plus facile d'apporter, par exemple, avec les fruits en prise de masse, les micronutriments qu'en sèche, où forcément, on va peut-être un peu limiter les glucides qui viennent des fruits. Et ajouter à ça aussi un bon volume alimentaire. Donc forcément, si on veut un bon volume alimentaire, si on veut un apport en micronutriments et si on veut une répartition bien des macronutriments, on ne va pas aller, par exemple, prendre 500 calories je sais pas, de Nutella dans la journée. Forcément, on devra quand même essayer de faire les meilleurs choix, mais on n'aura quand même déjà pas un plan alimentaire fixe qu'on va devoir respecter tous les jours. Donc, on pourra déjà sortir de ce plan. Si on a envie de se faire, je sais pas, il y a des personnes qui ont un plan alimentaire tellement fixe qu'elles n'osent même pas changer, je sais pas, le riz basmati par des pommes de terre, quoi, parce qu'ils ont peur de pas savoir faire la conversion en glucides, des choses comme ça. Donc, ça permet de sortir, que ce soit pour dire un aliment pas transformé à un autre, de pouvoir varier comme on veut, et à la fois de se faire des petits plaisirs. Par exemple, si tu as tout bien géré dans ta journée et qu'il te reste, je sais pas, 200 calories et que tu as envie
de te faire, voilà, d'incorporer du topping sur ton porridge, par exemple, et ben, tu peux le faire, quoi. Et c'est quelque chose qui, pour moi, à mon sens, pour 90% des gens, alors parce que forcément, il y a des gens qui peuvent suivre un plan alimentaire, il n'y aura aucun souci, mais pour 90% des gens, sera viable sur le long terme et pourront vraiment se projeter, même après, je parle pour les personnes qui ont un coaching, mais pourront se projeter avec cette méthode après le suivi, pourront tout simplement continuer leur progression et continuer de manger comme ça, quoi. C'est vraiment un lifestyle de toute manière et c'est pas quelque chose de vraiment je mange comme ça pendant le régime et puis après je lâche, quoi. C'est vraiment créer des habitudes, des nouvelles habitudes alimentaires et qui sont vraiment viables sur le long terme. Donc, en gros, la diète flexible, c'est pas que aliment sain versus malsain. Ça rentre aussi dans la valeur calorique totale de la journée, etc. Des fois, on a un peu plus, des fois, on a un peu moins. Ou justement, parce que moi, je ne l'ai pas jamais pratiqué, hein, mais est-ce que on a une valeur calorique figée et à l'intérieur, enfin, et nutriments évidemment, et à l'intérieur, en fait, on le comble avec les aliments qu'on veut, ou c'est pas grave si on a plus 200, moins 300 le lendemain, des choses comme ça. C'est vraiment que sur la nature des aliments. Moi, si je peux répondre, si tu veux, Ouais, Riwan. Moi, alors déjà, bon, je suis assez cash, hein, mais déjà, moi, je différencie diète flexible et diète de merde. Je veux dire, voilà, c'est un peu direct, mais au moins, je vais dire, voilà. En fait, ta flexibilité, pour moi, hors cas particulier. Parce qu'évidemment, si une personne est diabétique, voilà, on prend quand même des mesures, on va dire, sur le truc. Mais hors cas particulier, en fait, la flexibilité, tu peux la faire. Le but d'une diète flexible, c'est tant sur le choix des aliments vis-à-vis du goût, du côté gustatif, que sur le côté vie sociale, etc., etc. Tu vois. Et donc, en fait, selon moi, ta flexibilité, tu peux soit la faire en restant cohérent, je veux dire évidemment, tu peux soit la faire, le même exemple que tu as dit, bon, là, je suis invité à un mariage, j'en sais rien, un truc comme ça, et bon, j'ai dépassé de 300 calories, on va dire, mes calories de la journée, et demain, je compense un petit peu, tu vois. Voilà. En gros, tu peux la faire soit de cette manière-là, ou soit, parce que moi, je sais que pour ma part, j'ai beaucoup d'élèves qui aiment manger varié. Ils aiment pas dire, moi, je prends mon cas perso, moi, j'en ai strictement rien à faire. Je me fais un plan alimentaire et je tourne, on va dire, autour de ce plan, mais globalement, c'est toujours les mêmes aliments et ça me va très bien. Mais il y a des gens pour qui ça va pas du tout. Ils sont frustrés, ils aiment pas, enfin, ils aiment bien cuisiner, ils aiment bien changer un petit peu, ils aiment bien, je sais pas, se faire, même sans partir, on a donné l'exemple des Kit Kat, des croissants, des choses comme ça. Sans partir de là-dedans, on peut partir, par exemple, sur un mi-cuit de saumon ou sur un poulet basquez, par exemple. C'est pas des choses qui sont, c'est des choses qui sont bonnes, mais complètement différentes en fait dans le goût et dans ce genre de choses. Et en fait, moi, je pense que déjà la diète flex, elle correspond à ces gens-là parce que ça leur permet d'adapter un petit peu comme ils veulent et hors cas particulier, encore une fois, je le répète, de choisir un petit peu les aliments qu'ils veulent. Mais je pense que voilà, c'est vraiment important de différencier. Et ça, il y a eu un gros amalgame de tout le monde, en fait, hein, avec les réseaux sociaux, avec des choses comme ça, entre diète flexible et intelligente et littéralement diète de merde où je passe mon temps, en fait, à manger des porridge avec des Kit Kat partout, quoi. En gros, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, je l'avais comme exemple, ça, justement. En fait, moi, j'ai un peu râlé contre cette mode où il y a eu une période où ça, je l'ai vu arriver, en fait. Moi, je me souviens à mes tout débuts sur Instagram, mes tout débuts, donc ça devait être, je ne sais plus, peut-être 2013, quelque chose comme ça, peut-être même en 2012. J'ai vu arriver une vague qui est arrivée par les femmes, d'ailleurs, par les filles un peu fitness dans les années 2013, là. Qui mettaient des super bols avec des belles photos, avec une belle table et tout ça, et des bols où il y avait des baies d'açaï, des machins et tout ça. Et au milieu, on voyait deux chocobons. Et c'était un petit peu tout le monde likait pour le chocobon, quoi. On le sait, moi le premier. Et j'adore ça. Moi, si je mets le nez là-dedans, je suis foutu. Alors, il m'en faut pas à la maison. Non, mais c'est vrai, je suis un être humain. On sent qu'il y a une équipe derrière qui a travaillé pour que ça soit addictif. En fait, c'est normal, ils sont payés pour ça. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce genre d'approche est devenu une norme. C'est-à-dire que maintenant, c'est les gens. Moi, ce que je craignais est arrivé, c'est que pour eux, c'est devenu, quand tu leur montres ce bol-là, c'est un bol sain. Oui, il y a beaucoup de sain, mais essaye d'identifier quand même que tu peux faire mieux. Et c'est vrai que, en fait, moi, je suis d'accord pour la diète flexible.
Mais quelqu'un qui va avoir ce genre de diète-là, admettons qu'il va avoir ce bol-là, avec les Kit Kat au milieu. Peut-être que lui, il n'avait pas forcément envie du Kit Kat, mais il va se dire c'est toujours mieux de le manger comme ça que sans. Donc, et peut-être que lui, par contre, il aura envie le soir d'avoir quelque chose qui le ferait un peu sortir de sa diète. Et donc, du coup, il se retrouve à avoir le petit-déj avec ses Kit Kat et son bol, et le soir, son truc qui lui manquait. Et donc, là où je te rejoins, c'est que c'est très individuel, en fait. C'est dans votre vie, quel est le truc qui est le plus chaud à vous passer dans votre diète? Ok, admettons, c'est le pain. Eh ben, on va essayer de trouver le meilleur pain. On va essayer de le placer au meilleur moment et on va essayer de le prendre dans la quantité maximale autorisée pour que tu puisses avoir des résultats. Et vraiment de travailler. Et c'est pour ça, je pense que les coachs ont vraiment du boulot en termes de personnalisation sur ce genre de choses. C'est qu'on a tous nos faiblesses. Moi, le premier, je suis passé au début, une fois par semaine, j'avais un super McDo, il faisait 3500 calories, juste un repas. Puis ça a duré pendant plusieurs années comme ça. J'étais super sec, hein, pourtant j'arrivais bien à gérer avec ça. Puis après, ça a été les sushis pendant longtemps. Puis maintenant, c'est des plats maison que je me fais. D'ailleurs, tu parlais de bonnes recettes saines avec des plats un peu typiques, mais le bœuf bourguignon, s'il est bien fait, et si on regarde un peu les ingrédients, il n'y a pas tant de choses que ça à jeter dedans. Des carottes, des navets, du bœuf. En plus, ce sont des pièces avec pas mal de collagène. Donc, on peut se faire un bouillon derrière et tout. C'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Tu te fais un petit riz basmati pour accompagner ça le midi, puis tu peux le manger comme ça, juste avec les légumes le soir. Je trouve que c'est des plats qui sont… Enfin, moi, je connais des personnes qui n'aiment pas ça, en fait, sauf peut-être les gosses, mais sinon, des adultes, en général, ils aiment bien. Et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on va avoir, tout au long de notre de carrière, entre guillemets, de sportif amateur, tous, on va avoir des périodes un peu comme les mouvements de muscu. Hein. On a tous aimé faire les pecs, puis un jour, on s'est dit, c'est mieux de faire les cuisses ou c'est mieux de faire le dos. Tel mouvement nous réussissait, il nous réussit plus. Et je pense qu'au niveau de la diète, c'est pareil. Et au lieu de suivre un modèle, comme on disait tout à l'heure, le bol avec les chocobons ou les Kit Kat, de se dire, OK, c'est peut-être pas vraiment ça qui me fait super envie. Mais par contre, il y a ça, à chaque fois que je passe devant, ça me fait râler de ne pas pouvoir le manger. Et je sens qu'un jour ou l'autre, je vais être plus faible que d'habitude et je vais tout défoncer. Donc, autant se dire, OK, comment je peux l'intégrer intelligemment. Et si c'est ça, la flexibilité, moi, je suis plutôt pour. Parce que tu disais tout à l'heure, quand on va au resto et tout, et moi, le premier, la semaine, non, il y a 15 jours, en pleine semaine, je suis allé au restaurant, je me suis fait plaisir. J'ai aucun problème avec ça. Mon physique n'a pas bougé, si ça peut rassurer les gens. Derrière, j'ai fait ma séance de sport. J'étais un peu plus pâteau que d'habitude parce que j'ai un peu trop secoué mon insuline. Mais voilà, ça s'est très bien passé et ça me permet d'avoir une vie, en fait. Et la flexibilité, moi, j'aime bien la laisser subvenir avec le milieu social, en fait. Je suis invité. Voilà, je suis invité. Pour mon équilibre mental, je n'ai pas intérêt de refuser l'invitation. Ah bah, il faut que je m'y rende, il faut que j'y aille et que j'y aille avec plaisir et pas avec frustration ou culpabiliser ou quoi. Et j'ai remarqué que moi je me suis beaucoup intéressé aux acteurs de cinéma qui sont en forme. Pas les acteurs modernes des Avengers et tout, mais vraiment historiquement, en partant de Steve McQueen, Sean Connery, tout ça, j'ai un peu observé tous ces gens-là. Et c'est vrai que j'ai lu pas mal de biographies et tout, et souvent ils disaient, pour garder la ligne, tous quasiment, il disait, c'est sûr que quand vous avez un gala, une soirée de charité, un truc comme ça, le lendemain matin, vous enfilez vos baskets, vous allez courir. Et en fait, il marche comme ça. Comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les vacances, tu fais le resto le soir, le lendemain, tu n'es peut-être pas obligé de déjeuner. Et puis, si tu as une visite à faire, tu vas la faire à ce moment-là. C'est une saine compensation, je trouve, en fait. On ne tombe pas dans la boulimie, quoi. Moi, en fait, je suis complètement d'accord avec toi et je vais même dire une chose qui, en fait, ça m'a fait penser quand tu étais en train de parler. C'est qu'en fait, moi, généralement, chez mes élèves, je rencontre deux choses. C'est que soit ils sont dans un extrême, soit ils sont dans l'autre. C'est-à-dire, soit ils vont être en mode, comment je peux dire, en mode diet flex, je reprends l'exemple du bol avec le Kit Kat, etc. Et en fait, ils vont manger ça quasiment tout le temps, que des trucs, on va dire, de ce genre-là. Soit ils vont être dans l'autre extrême, où ils vont se dire, je fais une diète hyper carrée, sans sauce, sans rien, je sors pas au resto, je fais rien, etc., etc. Et le but, en fait, de la diète flex intelligente, c'est de placer le curseur au milieu en fonction justement de toi, de ce que tu as envie déjà à l'instant T, en fonction de ton cycle de vie, tout ce qu'on a dit depuis le début. En fonction également, moi, tu as parlé de social, moi, je parle beaucoup aussi de ça, d'événements, tu vois, de ce genre de trucs. Enfin, pour moi, c'est hors de question que mes élèves, en fait, qu'un de mes élèves, hors cas particulier, si on parle d'un athlète qui va préparer une compétition, c'est autre chose. Voilà, mais là, on parle de monsieur et madame tout le monde.
c'est hors de question qu'il ramène son Tupperware à un anniversaire ou un truc comme ça. Je veux dire, on adapte juste un petit peu la journée et puis c'est bon, ça passe. T'as pas besoin de te casser la tête. Tu vois, enfin voilà. Et en fait, je me rends compte que soit les élèves sont en mode, je fais n'importe quoi et je mange ce fameux bol, là tout le temps, toutes les 4 secondes, etc. Et je mange que ça de ma journée. Soit je suis limite plus strict qu'un bodybuilder Olympia, quoi. Tu vois. Et en fait, la diète flex, c'est ça, c'est de savoir mettre le curseur au milieu, d'avoir peut-être un train de vie, parce qu'on a tous des habitudes d'alimentation. Et généralement, quand on regarde chez les gens, on retrouve les mêmes plats, on retrouve similairement les mêmes aliments, les choses comme ça, parce que c'est des habitudes qui plaisent. Mais c'est de savoir, je pense, s'adapter ces fameux événements et ces fameuses choses qui font que ça demande de l'adaptation parce que c'est exceptionnel et c'est ponctuel, tout simplement. Pour moi, c'est ça la diète flex. Je tenais juste à rajouter qu'il y a tellement, quand tu parlais des extrêmes, l'extrême justement, je suis ma diète vraiment, vraiment à la lettre et qu'il n'y a aucun aliment qui sort de l'ordinaire, aucune sauce, tout ça. Il y en a qui n'oseraient même pas, par exemple, faire les assiettes que Théo peut faire sur ses réseaux parce que, voilà, comme tu l'as dit, s'il y a du saumon, voilà, c'est trop riche. Non, c'est poulet, riz, poulet, patate douce et puis basta. Et ils n'osent pas sortir de ça. Et justement, c'est cette diète-là qui peut, comme tu l'as dit, placer le curseur au milieu et les aider à voilà, quand même varier un petit peu parce qu'ils ne vont pas manger comme ça toute leur vie. Et le problème, c'est que quand ils vont manger différemment, ils vont être perdus et ils risqueraient de reprendre et perdre leur shape tout simplement parce qu'ils seraient vraiment déboussolés, quoi. Si tu leur enlèves le plan, ils seraient déboussolés. Alors que voilà, les assiettes que tu fais, les assiettes qu'on fait, qui sont fait maison, comme tu disais, le bœuf bourguignon, s'il est fait maison, évidemment, il n'y a pas grand-chose à acheter, il sera sain. Évidemment, si tu l'achètes tout préparé à Carrefour, là, il sera dégueulasse. Mais voilà, c'est juste pour moi placer le curseur au milieu. Et comme tu l'as dit, avec YouTube, avec Instagram, tout ça, on en a fait des caisses et on a déformé le concept. On l'a poussé à l'extrême pour certains avec je me souviens plus, il y avait une diète aussi, la IFIT. IFIM. Ouais. IFIM, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Et ça, c'était le pire. Ouais. Hein. C'était tu fais ce que tu veux du moment que ça rentre dans les macros. Ouais, voilà, c'était ça. Ouais. Et je crois que tu avais 80%, il y avait plein de déclinaisons, 80% propre, 20% sale. Après, il y avait 80% sale, 20% propre. Mais voilà, c'était limite l'inverse, le total inverse de ce qu'il fallait faire. Il traquait pour des aliments dégueulasses, quoi, tout simplement au quotidien. Alors que déjà, si tu ne traques pas, mais que tu manges quasiment que des aliments pas transformés, tu as beaucoup de chances d'avoir plus de résultats. Mais voilà, il y a eu plein de déclinaisons. Et puis surtout à long terme, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a eu plein de déclinaisons de la diète flexible et au final, voilà. Mais bon, avec les réseaux sociaux, YouTube, il y a eu enfin, ça a créé plein de justement de TCA chez les gens, tout bêtement. Ouais. Et je crois que tu vas en parler après, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi par rapport au régime et tout ça. C'est qu'il y a tout un cheminement que beaucoup de personnes ont suivi. C'est que, admettons, les gens étaient soit en surpoids, soit en sous-poids, soit ils avaient une pathologie intestinale ou n'importe quoi. Et en fait, ils ont trouvé dans la nutrition, je sais pas, peut-être ils ont enlevé le gluten ou le lactose ou les FODMAP ou j'en sais rien, ou mieux manger tout simplement, ou faire le jeûne intermittent, n'importe quel protocole qu'ils ont mis en place et qui leur a donné des résultats. La nutrition a pris du sens. Ils se sont dit, merde, j'avais pas compris que la nutrition, c'était quelque chose d'important. Donc ça, déjà dans leur tête, et puis ils se disent aussi, j'ai trouvé sur Internet les informations qui m'ont permis de me guérir. Et en fait, ces gens-là, s'ils n'ont pas de quelque chose qui va les retenir, les guider un petit peu, ils vont partir de plus en plus loin. Et ce que tu disais tout à l'heure, ah mais le saumon c'est gras, ah il a de l'avocat c'est trop gras, donc ça rentre pas dans la diète. Ah mais je peux lui dire, tu veux pousser le truc plus loin, ton riz que tu es en train de manger, il y a plein d'arsenic peut-être, et ton poulet, il y a peut-être des hormones. Et donc ces gens-là, tout doucement, on les mène où ? On les mène à ce qu'on appelle la phobie de l'alimentation. Je ne sais plus, ça a un nom maintenant, c'est une pathologie. Les gens, ils ont peur de manger, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet a fait beaucoup de mal avec ça. Et ça a fait beaucoup de mal dans le sens où les gens qui mangent déjà très bien se disent, je vais encore faire mieux. Et ils n'arrivent plus à se comparer à leur eux d'avant, qui mangeaient clairement mal, donc des saloperies, ou même à leur père, quoi. Quand ils vont, souvent c'est des gens qui sont relativement isolés, parce que quand ils se retrouvent avec leur assiette à la cantine avec les collègues de travail qui font pas attention, ils se rendent compte de la réalité. Un peu comme quand nous on s'entraîne à la maison pendant tout le temps, on se trouve maigre, et puis on se retrouve en salle côte à côte dans le miroir avec quelqu'un d'autre, on se dit ah ben je suis pas si pourri finalement, j'ai réussi à maintenir, quoi. On a un peu cette habituation et du coup on a l'impression qu'on fait pas bien les choses dans l'assiette aussi. Mais et c'est vrai que ces gens-là souvent
quand ils partent trop dans l'extrême, moi je le vois, je parlais le cas du chocolat noir à 90%. C'est pour ça que je le dis, est-ce qu'on le place dans l'aliment plaisir? C'est un plaisir, mais concrètement, chocolat noir à 90%, c'est gavé de polyphénol, c'est plutôt bon pour la santé. C'est relativement pauvre en sucre. Certes, il y a pas mal de graisse dedans, de cacao, mais ça reste quand même un aliment qui pourrait être placé un peu comme quelqu'un qui me parlerait de spiruline ou de thé vert. On n'est pas de, enfin, c'est une bombe calorique, hein, je dis pas le contraire, mais ça apporte, je pourrais le comparer presque à de l'avocat, quoi, en fait. Donc l'avocat, lui aussi, il est énergétique et calorique, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas bon pour la santé. Et donc c'est pour ça le curseur, les gens, des fois ils placent des aliments sains, ils vont prendre des nouilles blanches trop cuites, et donc ils vont se dire non mais là c'est bon, c'est un repas de sportif sain. Et ils vont mettre des choses comme tu disais tout à l'heure, le saumon comme trop calorique. Donc il y a aussi cette qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain, etc. C'est très compliqué. Je pense que même aujourd'hui, même si on parle beaucoup de la diète méditerranéenne, de la diète norvégienne comme modèle, on va dire comme structure pour dire aux gens manger un peu moins de viande, un peu plus de produits de la mer, plus de fibres, etc. Donc on va dire que c'est une forme de base qu'on a pour mieux manger. Mais après, là-dedans, les gens, ils se disent, bon, bah, dans les fibres, il y a quoi? Il y a plein de choses, lesquelles je prends, etc. Donc, on a une structure de l'idée que serait de bien manger. Mais en fait, concrètement, la diète parfaite, personne ne la connaît. Ah bah non. Enfin, ou alors elle serait intenable, tout simplement. Ça serait tellement compliqué, il faudrait tellement de trucs que ça serait intenable. Ouais, puis il faut réussir à, est-ce qu'on doit manger réellement ce qu'on a à côté de chez nous ou plutôt ce que nos ancêtres ont mangé, puisque c'est quand même nos gènes. Donc, est-ce qu'on suit l'épigénétique ou est-ce qu'on suit notre génétique? Si on veut pousser le truc, on peut ne plus manger, quoi, s'abstenir de manger, quoi. Donc, c'est pour ça, les gens, il faut qu'ils se rassurent un petit peu quand ils font déjà attention à ce qu'ils mangent. En fait, qu'ils se comparent à ce qu'ils faisaient avant d'avoir un déclic et de bien manger. Ça leur permet de remettre les choses un peu en perspective, quoi. Moi, je vois typiquement, je suis passé de plats surgelés, de lasagne, de pain, de charcuterie et tout, à une diète cétogène quasiment. Et ça a été violent. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Tu disais, c'est pas la même chose pour les gens qui font des compétitions et tout, d'amener le Tupperware, tu sais. Et moi, les seuls moments où, quand je suis invité, j'amène mon Tupperware, c'est quand je me prépare pour un shooting photo avec un photographe professionnel et tout ça. C'est un événement. Donc ça dure 15 jours. Moi, ça dure entre 15 jours et entre 4 semaines et 15 jours, ça dépend. En été, ça dure moins longtemps parce qu'avec la chaleur, c'est plus facile. Mais typiquement, on va dire 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, les 2 premières sont relativement simples à suivre. Je réduis juste un petit peu. Et les 15 derniers jours, là, c'est quand même beaucoup plus sévère. Où évidemment, si tout le monde fait une pizza, moi, je vais venir avec mon Tupperware et tout ça. Mais ça dure 15 jours, c'est pour un objectif précis, c'est du travail. Et voilà, je sais très bien que c'est 15 jours sur toute une année. Après, quand les gens deviennent tout le temps là-dedans, alors soit c'est leur travail réellement d'être bodybuilder et ils sont rémunérés pour ça, ils ont des sponsoring et tout, c'est un choix de vie. Après, dans tous les cas, ne vous coupez pas de vos amis. Moi, c'est juste ce que je dis parce que y a beaucoup de personnes, je les vois partir en vrille et en fait, ils partent en vrille parce qu'ils se sont de plus en plus renfermés sur eux-mêmes et coupés de ils jugent trop les autres, tu manges mal, machin et tout, et du coup, les gens, ils ont plus envie de les inviter, quoi. C'est aussi simple que ça. Et puis, il faut, imaginez-vous, moi, j'adore cuisiner quand je reçois du monde, j'adore leur cuisiner des bons plats. Il y en a plein qui me disent, quand tu leur fais quoi quand ils viennent manger un truc sain? Et je dis, mais ça va pas, j'ai envie qu'ils reviennent, mes amis. Je vais pas leur faire du blanc de poulet brocoli, quoi. Tu vois, sinon, après, ils viennent plus. Donc, je leur fais des choses, je leur apprends à aimer la patate douce avec des magrets de canard, des choses comme ça, des recettes un peu caloriques, mais qui sont bonnes, avec un vrai dessert et tout ça. Et en fait, quand les gens font ça régulièrement, ils se rendent compte qu'ils prennent beaucoup plus de plaisir finalement à se faire plaisir à ces moments-là. Et quand on sait qu'on s'autorise ce genre de choses quand il y a des amis et tout, le jour où on a une petite envie dans la semaine comme ça, le cas qui me parle le plus, c'est est-ce que tu as envie de craquer devant le distributeur de sneakers quand tu es au boulot, en 5 minutes parce que tu es un peu stressé? Est-ce que tu vas prendre autant de plaisir à ça que si tu te partages un bon plat, une raclette ou quoi avec tes amis un samedi soir? Et souvent, les gens, quand tu leur dis ça, ils disent bon, forcément, c'est la raclette. Et je leur dis mais programme-la, en fait, cette putain de raclette. Parce qu'en fait, là, tu n'as rien dans ta tête et tu te dis chaque moment, tu peux craquer.
À tout moment, ça peut être parce que tu n'as pas de date où tu sais que tu vas pouvoir te faire un peu plaisir, relâcher un peu la pression de ta diète qui est un peu sévère. Et je leur dis, mais programmez à l'avance vos week-ends. Dire, tu appelles ton ami le lundi, tu dis, bon, on se fait un barbecue ce week-end. Et tu vas voir que ce simple fait de programmer va te donner un objectif toute la semaine. Et ça va réduire voilà, l'ampleur de ta flexibilité, quoi. Tu resteras sur des trucs plus modestes la semaine et tu vas pas craquer n'importe quoi sur n'importe quand sur n'importe quoi. Voilà. Bon, après, je sais qu'on devait parler des TCA aussi, mais Non, non, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, on devait parler, ça enchaînait logiquement avec ce qu'on disait, avec les diètes, avec l'aspect, on va dire, au niveau de la nutrition qui a pas mal changé avec YouTube, avec Instagram, tout ça. Et justement, on en voit beaucoup la promotion, c'est le healthy, parce que le healthy, c'est à la mode, c'est devenu un mot business, hein. Bientôt, il va être un labellisé. hashtag. Et il y avait tout ce qui était, voilà, je citais la marque Prozis comme ça parce que voilà, ils avaient sorti des glaces protéinées, des pizzas protéinées, des choses comme ça. Il y avait toute la partie, même des spaghettis protéinés, je crois. Et voilà, je voulais savoir toi ce que tu en pensais, même si j'imagine bien ce que tu en penses, mais ce que tu pensais de ce genre d'aliment et de cette mode. Moi, en fait, j'adore la publicité. Je me suis beaucoup intéressé à la publicité, mais pas la publicité. Enfin, j'aime en fait la publicité. Je suis nul en marketing, par exemple. Typiquement, tous ceux qui connaissent mon site web et tout, je suis nul en marketing, mais par contre, j'adore la publicité. Regarder les gens, ce qu'ils utilisent et tout au niveau psychologique, parce que je me suis beaucoup intéressé à la psychologie. D'ailleurs, je recommande la série Mad Men pour la publicité, elle est pas mal. Et en fait, à quoi ça répond ça? Bon, les gens ne sont pas capables de manger des légumes un peu fades à la vapeur, ils ne sont pas capables de manger une viande sans sauce et tout. Il faut qu'on leur donne une réponse. Ce sont des gourmands qui n'arrivent pas à tenir leur diète. Donc, on va leur vendre des aliments gourmands qui se rapprochent un peu plus de leur diète que les aliments gourmands qui sont dans le commerce traditionnel. Enfin, voilà. Donc, ça va être quoi? Les pâtes à tartiner. Je crois que les premières choses qu'il y a eu de mémoire, je crois qu'il y a eu les pancakes. Il y a eu les barres protéinées. Les bars, ouais, ça a été, mais ça historiquement, c'est la plus vieille chose. Après, on a eu les préparations de pancakes, on a eu et arrivé en France assez, d'ailleurs dans les fitness boutiques et tout, on a eu tout ce qui était les beurres de cacahuètes un peu retravaillés, les crèmes chocolat, les trucs comme ça. Puis après, bon, il y a eu mais ça en fait, c'est pour répondre à une demande. Les gens, tu leur vends ça. Parce que souvent, les gens, il faut être honnête, à un moment donné, il y a plusieurs catégories de personnes. Moi, j'ai fait plein de sondages, même sur mon site et tout. Il y a ceux qui vont faire du sport et bien manger pour leur santé, leur physique et tout, et d'autres qui c'est juste pour leur physique. Et beaucoup de personnes, quand tu leur dis, ils te disent, mais ça, c'est calorique ou pas? Et je lui dis, non, c'est pas réellement calorique, mais par contre, pour la santé, ouais, mais je m'en fous. Est-ce que je vais grossir ou pas? Je lui dis, non, tu vas pas grossir, mais par contre, pour ta santé, il me dit, mais je m'en fous. Arrête-toi là, en fait. Et eux, ils veulent juste que ça les fasse pas grossir. Donc, ces gens-là, ça répond. Alors, pour eux, ils n'ont pas encore compris que santé et alimentation, en fait, ils n'arrivent pas à faire déjà le lien entre esthétique, donc tour de taille, et santé. Donc, ils ne savent pas que d'avoir un gros bide, c'est pas bon pour la santé. Pour eux, c'est possible d'être en surpoids et en bonne santé, chose qui est faux, en fait. Voilà, donc c'est même encore récemment à la radio, je l'ai entendu. Mais la graisse viscérale, c'est pas bon, quoi. Il n'y a pas à dire, c'est pas parce que tu es heureux que tu es en bonne santé, quoi. Et donc, ces gens-là, ça répond à ça. Et je vois pas comment on peut, s'il existait une manière saine et gourmande de cuisiner, je veux dire, personne n'aurait de mal à faire des régimes. Et si ces produits-là existent, pour moi, c'est un peu pour essayer de répondre à ça. Et je ne suis pas convaincu qu'en se nourrissant de ça, on arrive à avoir de gros résultats. Notamment les trucs sucrés et tout, pour avoir testé, parce que moi j'ai un ami sportif, il était plutôt, alors lui, ce n'est pas Prozis et tout, la marque c'était, zut, dans le commerce on en trouve, je crois que c'est Gerblé sans sucre. Les gâteaux, ils font des gâteaux maintenant sans sucre. Ouais, je vois ce que il m'a dit, tiens, goûte, tu verras, c'est sans sucre. J'ai été malade. En fait, c'est du malitol qu'il y a dedans. C'est les mêmes sucres qu'ils foutent dans les chewing-gums pour dire que c'est sans sucre. Et ça, en fait, c'est hyper irritant. Hyper irritant pour la flore intestinale et tout ça. Moi, ça m'a rendu malade, quoi. Et donc, est-ce qu'on y gagne vraiment à s'inflammer le bide? Je sais pas. Donc, ces aliments-là. Et puis, en plus, ça entretient l'idée que de faire un régime avec des pizzas, quoi.
Et je pense que là où le travail est à faire aussi, c'est d'apprendre aux gens que les pizzas, enfin moi, c'est vrai que j'insiste très souvent là-dessus, mais je dis, moi, les moments plaisir, c'est pas tous les jours, quoi. Enfin, c'est pas tous les repas, surtout. Il y a des… J'ai été le premier il y a des années à manger une pizza entre midi et deux avec mes collègues de travail. Aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup plus avec peut-être les mêmes amis qui aujourd'hui sont plus mes collègues parce que je travaille plus avec eux, mais avec ces gens-là, un week-end détendu qu'à une pause déjeuner sur le pouce, etc. Et c'est vrai que ces aliments-là, ces aliments qui viennent de healthy, mais ils ont healthy que le nom, hein, en fait, parce qu'ils sont pas santé. Oui. Ils les ont, c'est du pur marketing, quoi. Et parce que, enfin bon, et pour moi, c'est entretenir les gens dans un mode de fonctionnement. C'est un peu comme la cigarette électronique, en fait. La cigarette électronique, qui est certes visiblement beaucoup moins nocive, mais vous conservez presque le goût, presque le geste, presque tout ça, sans les effets négatifs pour la santé. Bon, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça sur la clope électronique. Il faudrait voir les spécialistes au niveau de la sphère cardiovasculaire s'il n'y a vraiment pas de problème. Mais moi, je regarde un petit peu, c'est un peu la même stratégie. C'est vous pourrez continuer à manger vos pizzas, vos glaces, parce que maintenant, j'ai vu qu'il y a des chips, il y a tout un tas de choses. Mais par contre, vous allez quand même perdre du poids avec ça. J'en sais rien. Après, par contre, ça peut être intéressant de temps en temps. Par exemple, c'est vrai que si la personne a du budget, parce qu'il faut avoir du budget pour manger comme ça. Hein. Quand j'ai regardé les prix, moi, personnellement, je vois un paquet de chips dans le commerce classique et des chips protéinés. Bon, c'est presque 3-4 fois le prix, hein, le truc de protéiné. Donc, si la personne est riche, elle fait un petit apéro le week-end. Pourquoi pas prendre ses chips protéinés? De toute façon, ça restera des trucs transformés. Hein, donc, mais après, qu'elle ne croit pas que c'est plus sain. Parce que certainement, pour obtenir le goût, pour obtenir la saveur salée, pour obtenir la saveur sucrée et tout ça, ils ont dû utiliser je ne sais pas quelle combine. Et à mon avis, la liste d'ingrédients, elle est beaucoup plus grande que graisse, pommes de terre, sel pour des chips, quoi. Donc, c'est toujours… Et puis là, le nouveau truc, c'est quoi? Là, je l'avais partagé sur mon Telegram. Il y a une nouvelle boisson là qui est vendue comme saine. C'est Wanda de Nestlé. Alors en fait, c'est une nouvelle boisson protéinée végétale, soi-disant lait végétal, même si on n'a plus le droit de le dire, je crois. Et en fait, le but de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, c'est de cocher toutes les cases pour avoir Nutri-Score A. Donc avoir le petit A vert. Et en fait, on regarde bien, c'est un peu comme un jeu vidéo où il y aurait plusieurs stratégies pour obtenir la première place. Vu que c'est pas de l'individuel, il faut avoir par exemple suffisamment de protéines, pas trop de graisse, etc. Que ça soit pas des produits qu'il n'y ait pas trop de sel et tout. Et ça crée beaucoup de problèmes, ce genre de choses. Parce que du coup, ceux qui ont compris l'algorithme de ce Nutri-Score, ils sont capables de faire avec des aliments transformés, complètement transformés, 100% chimiques presque, des aliments, là par exemple, je voyais ce truc-là, il y a du carragénane et tout ça dedans, enfin je veux dire, c'est transformé. Hein. Ils arrivent à avoir A en note et un petit producteur local qui va faire par exemple sa tapenade. Et sa tapenade, elle va être grasse, forcément. Donc il va avoir un D en Nutri-Score. Mais enfin voilà, elle est grasse pourquoi? Parce qu'elle est chargée d'huile d'olive. L'huile d'olive, typiquement, ça a D, je crois, en Nutri-Score. Et ce truc-là, très transformé de chez Nestlé, il a A. Là, pour moi, là, il y a une problématique. Ah oui, c'est sûr. On peut pas. Donc, on s'est basé clairement sur les calories. En fait, on est encore à la vieille notion des calories et de l'énergie, quoi. Et pas du tout sur le côté irritant, santé. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, saumon, avocat, tout ça. Certains les bannissent parce qu'ils voient ce que ça représente en termes d'énergie, quoi. C'est tout. C'est sûr qu'on ne prend pas du tout en compte les additifs, les conservateurs et tout ce qui peuvent rajouter. C'est ça. Justement avoir le goût et pour compenser le manque de calories, le manque de lipides qu'ils peuvent mettre. C'est ça. Ils prennent en compte le sel, je crois, à la limite le sodium, mais c'est le seul truc qu'ils prennent en compte à part les macros du paquet, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Mais là, ils ont fait un bon article là-dessus. Je l'ai partagé ce matin. Bon, je pense que vous regardez de temps en temps la nutrition.fr. Oui.
Et en fait, dans la composition, donc le truc, il a A. Hein. Dites-vous bien, il a A. Donc, c'est bon pour la santé. Premier ingrédient, c'est de l'eau, protéines de pois, fibres de chicorée, sucre, huile de tournesol, phosphate de potassium, phosphate de calcium, arôme naturel, vitamine, carragénane. Donc voilà, ça, c'est Nutri-Score A. Déjà, quand on a une liste d'ingrédients longue comme le bras, je ne sais pas comment on peut avoir une note aussi élevée. Mais bon, moi, je vois bien que là, il y a encore une problématique avec les industriels, même si moi, en fait, j'ai rien contre les industriels. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui luttent contre les industriels, c'est les méchants et tout. Moi, je leur dis, mais attends, les industriels sont là à répondre à la loi et tout. La loi impose, bon, bah, maintenant, il faut faire ça, ils font ça, mais leur but, c'est de faire de l'argent. Ils s'en foutent de mettre en santé, c'est pas des… Voilà. Donc, j'ai rien contre les industriels. Moi, c'est plus après sur comment dire, l'information qu'on donne. Que Kinder vende des Kinder, moi, j'irais quand même en acheter à Pâques pour mes neveux, pour mes futurs enfants, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne mette pas ça dans le quotidien comme quelque chose de sain. C'est là où, en fait, où j'ai un problème, parce que moi, j'ai des connaissances en nutrition, vous aussi, donc on ne se fait pas avoir. Mais il y a des gens, eux, qui se font avoir. Et c'est un peu comme le mensonge, par exemple, sur, je sais pas, l'économie. Moi, j'y connais pas grand-chose en économie. N'importe qui peut me faire avaler ce qu'il veut parce que j'ai pas de connaissances. Et je pense qu'en nutrition, c'est Nutri-Score et tout ça. Nous, ça nous touche pas parce qu'on connaît. Mais des gens qui n'y connaissent rien, ils voient Nutri-Score, ça clignote vert. S'il y a marqué bio à côté, pour eux, c'est sain, donc ça fait pas grossir. Ces gens-là vont consommer ça quasiment à tous les repas ou tous les jours, vont rester en surpoids. Et après, quand on les a tous en client ou quoi, ils nous disent « moi, je suis différent, je n'arrive pas à maigrir malgré mes efforts ». Alors que, ben non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu penses faire des efforts et tu t'es fait tromper par un mauvais marketing depuis des années. Non, mais c'est ça. Donc, chacun, après, est libre de vendre ses produits. Moi, j'ai rien contre. Les industriels ont le droit de vendre ce qu'ils veulent, mais c'est juste, voilà. Moi, ce que je dis, c'est ils ont le droit de le vendre. Mais après, vous, déjà, vous n'êtes pas obligé de les acheter. J'aime bien replacer de la responsabilité dans l'individu, en fait. Ouais. Ah oui, après, voilà, c'est la valeur morale aussi des industriels. Ils savent pertinemment. Après, comme tu l'as dit, leur but, c'est de faire de l'argent. C'est pas de mettre les gens en bonne santé, hein, tout bêtement. Hein, c'est pas ça leur but. Mais le Nutri-Score, c'est le gouvernement qui met ça en place. Donc, c'est leur responsabilité à eux de ne pas faire un algorithme où ils peuvent se faire avoir parce que je pense qu'ils se font avoir parce que l'alimentation n'est pas mise déjà au cœur au niveau de l'éducation, tout ça. Il n'y a pas vraiment de connaissances, ne serait-ce qu'en école primaire, tout ça, même ils essayent de plus en plus. Mais pour moi, il y a un système au niveau de l'éducation à revoir, au niveau de l'alimentation, parce que c'est quand même important. C'est la santé, comme tu l'as dit. Les gens dissocient alimentation et santé. Et perte de poids et santé notamment, et choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est au gouvernement de mettre des vraies notes et encore noter un aliment sur 5, je trouve ça un peu bidon de base, mais voilà, essayer de mettre un vrai algorithme, comme tu l'as dit, et de ne pas se faire avoir par les industriels qui vont forcément au bout d'un moment le comprendre et le contourner, hein, c'est évident. Ouais, en fait, l'algorithme, c'est pas un score, un Nutri-Score qui devrait l'avoir. C'est chaque individu devrait recevoir une formation minimale pour avoir un algorithme interne qui fonctionne tout seul. Comme toi, tu as, comme Maxima, comme moi j'ai. On sait, aujourd'hui, c'est limite comme ouvrir la porte de notre maison. En fait, on voit un aliment, on sait, on n'a même pas besoin de réfléchir, de regarder derrière le tableau. On sait en le voyant. S'il est bon pour nous ou pas, si on voit qu'il y a de la panure, si on voit qu'il y a du fromage qui fond, on sait de suite la différence qu'il va avoir avec une tomate cœur de bœuf qui transpire encore le soleil. Et les gens n'ont pas conscience par rapport à la santé. Ça, je l'ai souvent, quand j'essaie de l'expliquer comme ça, les gens, des fois, ça leur fait pas un déclic, mais ils se disent, ah ouais, je leur dis, toutes tes cellules, quasiment toutes tes cellules se renouvellent avec des périodes plus ou moins longues, 1 mois, 2 jours, etc., que ça soit ton foie, tes os et tout. Et je dis, elles se nourrissent de quoi ces cellules? Et bon, les gens, ils disent, je ne sais pas trop. Déjà, ils ne savaient même pas qu'il y avait des choses qui se renouvelaient. Et en plus de ça, quand je leur dis, c'est plus ou moins avec ce que tu manges, en fait. Donc, si tu manges mal, c'est pour leur donner une image simple pour qu'ils comprennent. Hein. Si tu manges McDo, tu es composé de McDo, en fait. Essaye d'imaginer ça. Tu es composé de quelque chose d'huile de mauvaise qualité. Tu vois, si tu manges kebab tous les jours,
bah, tu es composé de l'huile de friture qui a traîné un peu trop longtemps le midi, etc. Et quand tu manges sainement, bah, tes cellules elles vont se régénérer avec des bons micronutriments qui viendront de bons aliments, d'une eau de bonne qualité et pas de soda, etc. Et déjà, ça leur qui se responsabilisent sur le côté, je suis quand même responsable de ma composition corporelle. Et beaucoup de personnes ne sont pas conscients de ça. En fait, pour eux, manger, peu importe quoi. La santé et l'alimentation. La santé, c'est le médecin. L'alimentation, c'est on est tous différents quoi. Il y a des gros, il y a des maigres, il y a des normaux, il y a des chanceux, des malchanceux. Non, non. En fait, et encore une fois sur le Nutri-Score. Par exemple, le quinoa, je ne sais pas combien c'est noté, mais je prends cet exemple parce que ça me parle. Moi, quand je mange du quinoa, j'ai mal au ventre. Les fibres du quinoa sont un peu irritantes pour moi. Et puis même, pas que les fibres, mais certains nutriments, micronutriments du quinoa, c'est un peu irritant pour mon système digestif. Donc, comment ça peut être A et me faire mal au ventre? Il y a encore ce côté, comme on disait dans les premières questions, ce facteur individuel, quoi. C'est clair. Pas être pris en compte tout simplement par une note. C'est pour ça que tu parlais. Oui, voilà, c'est ça. C'est un algorithme interne qu'on doit avoir. Voilà, c'est ça. Un système de gradation interne, c'est ça. C'est clair. Moi, il y a juste un petit truc que je voulais rajouter par rapport à tout ça, et plus particulièrement, alors pas trop sur le Nutri-Score et tout ça, parce que pour moi, je trouve que c'est un bullshit sans nom, ce truc, mais je vais dire sur tout ce qu'on disait au niveau des faux aliments healthy, justement. Et je trouve qu'il y a encore un problème, et là, c'est pas tellement sur le côté nutrition, santé, etc., c'est vraiment sur le côté psychologique, on va dire, de la personne qui va consommer ça. C'est que déjà, ok, les goûts et les couleurs, c'est une chose. Je veux dire, sur ça, il y a pas de souci. Mais je vais prendre l'exemple. Alors moi, je suis quelqu'un, ça c'est mes goûts personnels. J'adore les glaces. J'adore ça. Ça des glaces, je pourrais en bouffer. Tu mets 1 kilo de glace, c'est le seul truc que je dois te démonter comme ça hyper facilement, sans fin. Voilà. Et en fait, ça, quand je vais comparer avec des glaces protéinées que beaucoup de marques font maintenant, déjà, de un, qu'on commence pas à m'expliquer que ces glaces-là sont meilleures en termes de goût que même si on prend quelque chose, pas forcément artisanal ou des choses comme ça, qu'on commence pas à m'expliquer que c'est meilleur qu'une Häagen-Dazs ou qu'une Ben & Jerry's, par exemple. Voilà. Déjà, ça, premièrement. Le deuxième, en fait, ce que ça va engendrer, c'est que du coup, il y a des gens qui vont se diriger vers des produits comme ça instinctivement en se disant c'est un peu plus sain qu'un Häagen-Dazs ou qu'un Ben & Jerry's, parce que caloriquement parlant, bah, c'est peut-être un peu mieux, il y a un peu plus de prot, il y a un peu plus de trucs, etc. En fait, tu as l'impression qu'ils ont juste fait la même chose, ils ont mis une scoop de whey dedans, vulgairement, hein, quand tu regardes les macros, tu as l'impression qu'ils ont fait ça. Et sauf que ce que ça va engendrer, c'est que les gens vont manger des trucs qui sont censés être bullshit, et pour moi, il faut pas rendre healthy des choses qui ne le sont pas, en fait. C'est pour moi une glace et une pizza, c'est censé rester sale et c'est comme ça. Je veux dire, voilà. Chacun à sa place. Chacun, voilà, exactement. Pourtant, j'aime pas trop mettre des trucs dans des cases, mais là, pour le coup, pour ce genre de truc, quand tu manges une pizza, commence pas à m'expliquer que c'est pour ta santé, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas très, c'est un peu bizarre, tu vois, le truc. Et donc, en plus, ça va non seulement générer quelque chose qui est pas optimal en termes de santé et de composition corporelle, mais en plus, ça va générer de la frustration parce que c'est pas aussi bon qu'une Häagen-Dazs ou qu'une Ben & Jerry's. Donc, en fait, tu manges un truc qui est pas bon et qui, en plus, te satisfait à moitié. Donc, tout ça pour gagner peut-être 100 calories, on va dire, sur la même quantité ou un truc du genre. Si c'est pour faire ça, prends ton Häagen-Dazs et déglingue ton Häagen-Dazs, tu vois, mais va pas me prendre ce truc tout bidon, là, tu vois. Enfin, ça veut dire, à quoi ça te sert de prendre ce genre d'aliment? Parce qu'à la base, si on prend ça, c'est pour avoir du plaisir. C'est pour éviter la frustration, c'est pour qu'on soit bien, c'est parce qu'on est entre amis et donc du coup on passe un bon moment, c'est cool, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Bah, c'est le but, le contexte, toujours pareil, si le contexte c'est ça, mais pourquoi tu le fais pas à fond? Pourquoi est-ce que tu maximises pas justement ce contexte-là et que tu vas chercher à essayer de faire un pseudo-compromis je cite pas de marque parce que je veux pas de problème, mais il y a eu plein de marques qui ont sorti, on va dire, des trucs comme ça et quand moi je voyais les gens faire la promotion de ce truc, je dis mais les gars, vous avez un cerveau 2 minutes ou ça se passe comment quoi? Enfin, là vous cherchez à gagner 100 calories pour un truc, prenez-vous votre vraie glace, faites votre vrai plaisir et au moins vous serez vraiment content. C'est pas bon. Voilà, moi ça c'était pour moi il est là en fait le pire danger, il est là, c'est qu'on a affaire vraiment à des gens qui vont rentrer vraiment dans ce cercle vicieux, mais surtout ça veut dire qu'avec ça ils ont même plus le plaisir que tu pourrais avoir en mangeant une vraie pizza ou une vraie glace, tu vois, entre guillemets.
Ouais, non, mais tu as raison, hein. Et puis, il y a le côté aussi où c'est vendu comme. Déjà, le simple fait que ce soit vendu sur un site de musculation ou de complément alimentaire, déjà, les gens, par défaut, ils se disent, bon, bah, c'est là, c'est pas pour rien. On n'est pas dans la grande distrib, on est quand même sur un truc sérieux de complément alimentaire, donc ça rassure beaucoup les gens. Mais c'est toi qui en parlais tout à l'heure, les barres de protéines. C'est pareil, dans les barres de protéines, il y a eu, mais ça a été. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient ah non, je peux pas le checker de whey, j'arrive pas à le boire, j'aime pas ça, mais du coup, je prends des barres. Je lui dis ah, mais tu peux pas dire du coup, je prends des barres en fait. C'est rien à voir. Il y en a un, c'est de la prot à 92%, et ton truc, c'est t'as 20% de prot et le reste, c'est des sucres et de la fibre bizarre pour essayer de faire tenir le tout. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté où, là où c'est vendu, ça crée beaucoup de confusion chez les gens. Et encore une fois, je reviens au terme marketing, mais en fait, il faut toujours se dire que sur un emballage, dès que c'est qu'il y a un argument, par exemple, s'il y a de la vitamine C, on a le droit de le dire. Si c'est bio, on a le droit de le dire et tout ça. Donc, ça va dans un sens. Donc, si c'est moins calorique que la concurrence, on a le droit de dire aussi que c'est moins calorique que la concurrence. Et donc, du coup, plus il va y avoir de trucs comme ça, plus ça va rassurer les gens. Donc, moi, je prendrais le truc inverse pour les gens quand ils regardent un petit peu des aliments classiques, quand il n'y a rien de marqué dessus, donc ni bio, ni rien du tout, que c'est vraiment standard, genre blanc de poulet, vous pouvez vous dire que vous avez toutes les merdes possibles et imaginables dedans, parce qu'ils n'ont même pas trouvé un minimum d'arguments marketing pour le mettre en avant. Donc ça veut dire qu'eux, c'est full nitrite de sodium, non bio, toutes les pièces qu'ils n'avaient pas envie de vous vendre à la coupe, ils vous l'auraient vendu en compacté et en tranches sous vide. Donc il faut comprendre ça dans l'industrie agroalimentaire, c'est que la moindre chose positive, entre guillemets, et surtout de mode et tout ça, on va essayer de vous mettre en avant. Donc un emballage qui va être vert, c'est bête, mais on voit un emballage vert avec une écriture un peu jaune. Ah, ça fait un peu, ça fait santé puisque ça représente un peu la forêt et tout ça, la nature. Donc c'est alors qu'un emballage rouge et bleu un peu fluo, ben là, ça va représenter les enfants, le sucre, tout ça. Donc on va pas le prendre. Donc il faut faire attention à ça, je pense. Et les aliments qu'on catalogue aujourd'hui, healthy, c'est ni plus ni moins que des aliments transformés. Après, au cas par cas, on en trouverait peut-être mieux que d'autres. Mais moi, personnellement, pour tous ceux, et on m'en a envoyé en cadeau, hein, des coffrets, on m'a dit, on t'envoie ça, machin. J'en ai reçu des trucs, des billes, genre des Maltesers, mais avec plus de protéines et tout. J'ai jamais trouvé quelque chose qui m'a dit, ça, il faudra recommander. Parce que, comme tu disais très bien tout à l'heure, ben, en fait, c'est pas le genre de choses. Je sais très bien qu'en mangeant ça, je vais pas avoir le physique que j'ai aujourd'hui. Donc, à terme, mes abdos, ils vont se barrer. Alors, j'arrive à les conserver depuis 10-12 ans, alors que je suis plutôt en surpoids à la base. Je sais très bien que si j'abuse de ces faux Maltesers, fausses pizzas et tout, je vais perdre mes abdos parce que ça reste au-delà de ce que moi j'ai besoin pour me maintenir. Et en plus de ça, je préfère typiquement, comme tu disais tout à l'heure, ne pas avoir ça, mais le week-end avoir la version, la vraie version bullshit, quoi. Mais au moins l'avoir et de savoir pourquoi je me fais plaisir. C'est ça. C'est ça. Bon, bah. Et comme tu l'as dit, Maxime, j'ai l'impression que quand ils font ce genre d'aliments, ils prennent l'aliment de base, ils rajoutent un peu, même les pizzas protéinées, une scoop de whey dans la pâte, là, et puis ils te vendent ça comme ça, quoi. C'est ça, hein, tu as 20 grammes de Ben, c'est protéines, ça. et puis Ben, un tout petit peu moins de glucides lipides, et puis tu as le truc qui est moins goûté et ben, pas, c'est ça. pas niveau nutritionnel, quoi. Vraiment, tu regardes les valeurs nutri des trucs, tu as vraiment l'impression que c'est ça qu'ils font, quoi. Qu'ils font la même chose, tu mets une scoop de caséine, basta, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, c'est con, hein. Pire que ça, je pense qu'ils prennent même pas de la bonne prot, quoi. Ils doivent prendre vraiment le truc que personne ne veut, style protéines de soja ou tu vois les protéines que les gens ils achètent pas forcément. Ils vont pas te Mm. mettre l'isolat de whey natif et tout ça, hein. Ils vont te mettre C'est clair. la protéine tu sais qui traîne dans le couloir là, la pelle et la balayette là autour de la cuve, hop là, dans la pâte à pizza. Bon après, on va se faire attaquer. Mais bon, on n'a pas cité de marque, ça va. Oui, oui, c'est bon, c'est pour ça. J'ai cité une, mais bon. Ouais, ils le font tous maintenant, c'est bon, on donne un point de vue. Oui, c'est Mm. ça.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avec voilà, toutes les promotions qu'on voit sur les réseaux, moi, à mon avis, ça peut induire pas mal de gens, comme tu as dit, des gens qui n'ont pas les connaissances en nutrition en erreur. Donc voilà, c'était bien de faire un petit point là-dessus et de donner notre avis qui, au moins, est assez clair. Là, il n'y a pas eu trop de, trop de débat pour le coup, hein. C'était que Non, mais après, moi, j'attends quelqu'un qui ferait la pub du brocoli, quoi. le brocoli sur Est-ce le. qu'il n'y a pas des gens sérieux dans le marketing qui pourraient se pencher sur la cause du brocoli? Non, mais sérieusement, quelqu'un, moi, je sais pas, des fois, je me promène avec mon petit vélo, là, et je vois les abribus. Il n'y a que des publicités. Enfin, je veux dire, il y a, bon, je ne vais pas citer la franchise, mais une grosse franchise de hamburger, et pas la plus connue en France, qui fait un truc vegan. Bon, bah, ils ont une super campagne marketing avec marqué chez nous, les burgers, ce n'est pas que de la viande. Bon, ils suscitent l'intérêt et tout. Tout le monde a envie de le goûter, ce machin, avec de la fausse viande. Enfin, moi, j'en veux pas, mais voilà, ils font ça. Et pourquoi il n'y a pas des gens aussi compétents qui se disent, bon, bah, tout le monde dit, je comprends pas, mais tout le monde dit qu'on mange trop de viande. Donc, il faudrait manger plus de végétaux. Je parle pour la planète, hein. Le CO2 et tout ça. Il y en a qui disent, il faut manger. Moi, je parle pas de la santé, parce que c'est un autre débat. Si vraiment c'était le défi, ils ne pourraient pas foutre des fonds là-dedans, sans déconner, de dire bon, on va mettre de l'argent dans la promotion du brocoli. Le brocoli, c'est une image, hein, ça serait tous les végétaux dans l'absolu, mais et d'essayer de créer des campagnes sympas, autre chose que les fruits et légumes moches, ils sont quand même comestibles. Parce que je suis désolé, mais moi, quand j'ai vu cette pub, ça ne m'a pas donné envie de manger plus de légumes. Mais d'un truc, je ne sais pas, surtout pour les enfants, de transformer le brocoli en super-héros, j'en sais rien. Avant, il y avait Popeye avec les épinards, on ne l'a même plus. Donc les enfants maintenant, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les végétaux ont disparu en fait. On n'avait que Popeye, hein, mais enfin non, il y avait aussi mange de la soupe pour grandir, mais ça, on se le transmet nous de génération en génération, mais ça devait bien venir de quelque part, hein. Il devait y avoir, à mon avis, ça devait être les campagnes marketing des soupes Campbell aux États-Unis et tout ça à l'époque. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'en France, les soupes, elles sont faites souvent maison. Et si ça pouvait permettre, moi personnellement, quand j'étais petit, ma mère me disait ça. Bon, bah, c'était la seule raison pour laquelle je mangeais de la soupe, c'était ça et d'avoir un petit morceau de fromage fondu dedans, quoi. Mais sinon, j'en voulais pas. Comme tous les gosses, je voulais pas de légumes. Mais je savais que si j'en buvais, j'allais grandir. Enfin, je le croyais en tout cas. Et je pense qu'on a besoin. Les enfants, nous, c'est foutu. Nous, enfin, je veux dire, on va pas. Mais pour les enfants, d'avoir un bon marketing autour des aliments sains. Qu'on sait sain, les légumes, typiquement, ou les fruits, j'en sais rien. Je comprends pas pourquoi c'est pas encore fait. Ils ont mis tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on nous fait beaucoup la morale, hein. Attends, je t'ai pas entendu, pardon. J'ai dit, ils ont mis tout le budget de la publicité dans les produits laitiers et il reste plus de. Ouais, non, mais nous, on nous fait énorme. Enfin, je sais pas, vous, quel âge vous avez? Moi, j'ai 34. Genre 27, moi. Et 23. Ok. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on nous fait vachement, vous êtes un peu plus jeune, mais on est à peu près de la même génération, on nous fait vachement culpabiliser par rapport au climat, par rapport à la planète et tout. Il faut savoir une chose, c'est que l'écologisme, je crois qu'on dit ça comme ça, donc les mouvements politiques d'écologie et tout, c'est arrivé aux alentours de mai 68. Donc c'est assez moderne en fait, hein. Et on n'est pas très indulgent en fait avec. En fait, on essaye beaucoup de nous culpabiliser, mais nous, ça nous arrive un peu sur le coin de la figure. C'est assez récent comme truc. Et on nous demande de faire tout un tas d'efforts, de machin, de faire culpabiliser les gens et tout, en nous pointant du doigt pour les voitures qui polluent trop, pour tout un tas de choses. On mange trop de viande, mais en attendant, nous, on est censé faire plein d'efforts. Il n'y a pas de problème, on va les faire. De toute façon, on n'aura pas le choix. Mais eux, ils font rien. Pour tout l'argent qu'on donne là dans les taxes éco et tout ça, pourquoi ne pas mettre en fait, de pas faire des super campagnes pour des produits sains? Et c'est là en fait, mon discours il est volontairement naïf. C'est pour faire comprendre aux gens. Enfin, il y en a plein qui m'écoutent et qui disent non mais t'as pas compris Théo, il y a les industriels derrière. Mais naïvement, moi je me dis, quelqu'un de naïf est en droit de penser mais attends, vous reprochez l'obésité, vous reprochez de manger trop de viande. On le sait qu'aujourd'hui l'obésité c'est pas une maladie, c'est pas parce que votre corps est déréglé. L'obésité, c'est parce que votre corps est très bien réglé, vous avez envie de manger, c'est juste votre environnement autour de vous, et plus un manque d'éducation, qui fait que dès que vous avez un creux, vous allez vous tourner vers des aliments
qui sont pas compatibles avec la bonne santé. Ça va engendrer de l'appétit, voilà, tout va monter crescendo, vous allez devenir accro, etc., etc. Le sucre et toutes les addictions. Mais à la base, le fait d'avoir faim, souvent, c'est pas une pathologie. Et de stocker du gras, c'est pas une pathologie non plus. C'est un protocole de survie, enfin un processus de survie. Et donc, enfin voilà, il y a quand même l'obésité. Tout le monde dit c'est la plus grosse épidémie, machin. Il faut lutter contre ça. Mais je ne comprends pas comment on peut lutter contre des trucs complètement insignifiants aujourd'hui, en faire des débats à la télé interminables et avoir des coupures de pub sur des sujets où tout le monde a rien à foutre. Et alors, un sujet qui concerne tout le monde, enfin, on va dire, tout le monde a dans sa famille quelqu'un en surpoids, tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui est mort, un grand-oncle ou quoi, d'une crise cardiaque un peu précocement. Enfin, je veux dire, utilisons le marketing, quoi. Enfin, voilà, on arrive à vendre n'importe quoi aux gens. On peut bien réussir à leur vendre des légumes. Non, mais je suis naïf volontairement. Je suis naïf volontairement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, faut nous lâcher, à nous, que vous, les coachs, après les citoyens, les gens du quotidien, faut un peu les lâcher en leur disant, quand on essaye toujours de les culpabiliser, ah, vous faites mal les choses, c'est de votre faute si la planète va mal, vous mangez trop de viande et tout. Ouais, enfin. Et à un moment donné, mettez les bonnes choses en avant aussi, quoi. Non, mais c'est clair, complètement d'accord. Non, mais moi, perso, quand je postais des assiettes avec des brocolis et tout, au début, les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais je peux pas manger ça, quoi. Parce que ça les agressait tellement, le brocoli vapeur, que c'est pas possible pour eux. Il faut commencer tranquillo, quoi. Il faut y aller avec un peu de salade, tomates, des choses qui passent. Voilà, mais le brocoli, c'est un extraterrestre pour les gens. C'est le truc qui débarque un peu de nulle part, ça a une odeur bizarre, c'est quoi ce goût, ça fait mal au ventre. C'est comme le chou de Bruxelles, c'est pareil. Le chou de Bruxelles, comme ça. Quand tu n'es pas habitué, les crucifères, ça ne pardonne pas. Il ne faut pas être en open space ou en réunion l'après-midi. Mais après, avec le temps, je vais rassurer les gens pour faire un peu de marketing, ça passe. Après, c'est l'inverse. C'est quand vous recommencez à manger mal que vous avez mal au ventre. C'est ça. Ouais. Tu es plus habitué, c'est ça. Donc, revoir peut-être l'éducation dans les écoles et mettre des campagnes pour les gens qui peuvent encore être sauvés pour les jeunes. Et c'est vrai que ça pourrait être non, mais moi, je serais chaud en plus. S'il y a un projet qui se lance là-dessus, sur les abribus, de voir des trucs mis en avant avec des sportifs. Alors, je ne parle pas de moi. Je ne dis pas d'être sur les abribus. Je suis trop modeste pour ça. Je n'aurais pas forcément envie que ma tronche soit placardée partout. Mais il y aura plein d'influenceurs qui seraient d'accord. Ça, qui ont envie de se mettre en avant, il y en a qui seraient d'accord. Et d'avoir ce côté un peu super-héros, quoi, de se reprendre en main. Mais je pense, encore une fois naïvement, c'est peut-être parce que ce matin, j'ai posté une photo de moi en train de planter mes tomates, mais ça nous redonnerait le contrôle, en fait, de quelque chose. Si on fait la promotion des légumes, les légumes, beaucoup de personnes ont un jardin. Donc, du coup, si tu peux faire pousser quelque chose et en plus qu'à la télé, on te dit que c'est bien de le faire, tu vas moins aller acheter ce qu'on te propose à la télé, etc. Donc, bon, c'est un peu complexe, mais je sais pas. Après, il y aura un jour un moyen pour ces producteurs d'avoir beaucoup de blé et de réussir à avoir un encart à 3-4 minutes de publicité, quoi. Bah, écoute, ce serait… Non, mais c'est une bonne réflexion. Je suis rêveur. Hein. On va mettre Maxime aussi sur les abribus à côté. Voilà. Moi, je suis pas chaud par contre. Hein. Après, j'ai pas envie de. Après, il te dessine sur le visage. Bon, les sportifs pro, ou Teddy Riner, les choses comme ça. Bon, il est peut-être. Moi, si je fais ça avec Théo, laisse-moi sécher et gonfler un petit peu plus. Alors sinon, je vais ressembler à un Figatelli, tu vois. Donc voilà. Non, mais faut prendre un gars. Les gars qui font les mannequins sous-vêtements et tout ça là. Ça matche bien. Avec le brocoli, justement, à côté. Voilà, avec le brocoli à la place de la feuille, tu sais, de la feuille de vigne. C'est ça. Mais tu sais qu'à la base, il y avait un reportage là-dessus et il disait que les sous-vêtements, donc la mode des mecs musclés avec… donc c'est Calvin Klein qui a amené ça, en fait, le premier. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'est assez récent. Hein, c'est, je crois, entre les années 70 et les années 90. Je crois que c'est sur National Geographic qu'il y avait un reportage là-dessus. Et avant, les sous-vêtements pour hommes, c'était le slip kangou de base blanc, le truc bien large et tout, pas du tout sexy et tout ça.
Et lui, il est arrivé, il a dit pourquoi il y aurait que les nanas qui auraient le droit d'avoir des sous-vêtements un peu sympas. Et la première publicité qu'il a fait, il est prendre c'est un champion olympique. Je me rappellerai plus du nom, mais c'est un athlète olympique bien foutu hein, de gym, donc d'athlétisme. Je sais plus si c'était du saut à la perche ou autre. Mais bon, un physique bien, mais pas bodybuildé. Hein, un peu de pec, un peu d'abdos, un peu d'épaule et tout ça, des bonnes cuisses. Il lui a foutu un slip Calvin Klein et il a mis l'affiche en fait en énorme à Times Square et tout ça. Et en fait, les affiches se faisaient piquer par les nanas. C'est les nanas qui volaient parce que c'est la première fois de leur vie qu'elles voyaient un homme avec sous-vêtements sexy et en plus un homme avec des abdos. Et en fait, le désir pour les sous-vêtements, les corps fit et tout ça, c'est pas les hommes qui arrachaient les affiches. C'était les femmes qui allaient acheter les slips après pour leur mari. Et peut-être que… Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on est peut-être dans un monde ultra machin, mais c'est vrai que peut-être que mettre un homme musclé à côté d'un brocoli, peut-être qu'elles auront envie de donner les femmes qui cuisinent encore, parce que toutes ne cuisinent plus. Maintenant, c'est 50-50, mais tant mieux. Celles qui cuisinent encore, elles se diront, je vais faire des brocolis à mon homme pour qu'il ait les abdos, quoi. Non, mais on peut jouer sur plein de trucs avec une image un petit peu ironique ou d'être un peu provoque là-dessus. C'est le moment en plus, parce que les gens sont tendus par rapport à toutes ces histoires. Si le gouvernement a besoin d'idées, ils savent où te contacter pour une campagne. Non, mais moi, je rêverais de ça, moi. Je rêverais de participer à ce genre de choses. Alors, juste des idées. Après, ne me demandez pas de travailler trop profondément, parce que je suis nul en marketing. Mais d'avoir ce genre de truc, je trouve ça intéressant. C'est un peu, je sais pas, vous devez le voir aussi. Vous avez bien vu que est-ce que vous regardez encore un peu YouTube ou plus du tout? Si, oui. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube. On voit bien que le gouvernement, il fait des pubs pour le vaccin. Ouais, des campagnes. Un autre débat. Bon, après, moi, je n'y connais rien au vaccin et tout, mais moi, quand je fais mon entraînement à la maison, des fois, je me mets un podcast ou quoi sur YouTube ou une vidéo ou n'importe quoi ou un reportage en fond. Et je voyais des pubs, une pub du gouvernement sur le vaccin qui dit c'est pas dangereux, blablabla. Bon, voilà. Et donc là, je me dis, ils peuvent mettre aussi. On est d'accord que le vaccin, c'est pour la santé. Enfin, pour eux, c'est pour la santé. Et donc, du coup, le vaccin, si c'est lié à la santé, ils peuvent aussi jouer là-dessus, en fait, sur le côté de nutrition santé et faire des pubs sur YouTube. Et c'est bizarre parce que ça, ils ne font pas depuis des années, alors que l'obésité tue beaucoup plus. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas l'endroit, mais on voit bien qu'il y a un petit problème. En fait, je pense que… Est-ce que là-haut, ils ne doutent pas un peu du côté santé de l'alimentation? Ou alors ils savent que c'est possible, mais bon, il n'y a pas grand-chose à y gagner. Je pense que c'est la deuxième solution. Moi, des fois, j'aime être utopiste. Et bon, je ne le suis plus depuis des années, mais j'aime l'être un petit peu dans la réflexion. Ça me permet de me dire, bon, ok, responsabilise-toi et fais au mieux pour toi et ceux qui veulent bien t'écouter, quoi. Du coup, je vis beaucoup mieux depuis que je réagis comme ça. J'en parlais avec la personne qui m'aide d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que j'ai lu beaucoup de choses et tout, que ça soit sur la nutrition, tu sais, l'agroalimentaire, tout ça. Et puis, on part un peu loin, des fois un peu profondément dans des sujets. Et après, on se dit, tout le monde est, le complot et tout ça. Et finalement, pour moi, la meilleure façon d'aller mieux par rapport à tout ça, c'est de prendre ses responsabilités, de se cuisiner au maximum ses choses, de faire son sport. En fait, de gagner un peu en force, en confiance et tout ça, dans son petit cercle qu'on maîtrise. Et tout le reste, tout ce qu'on ne maîtrise pas, se dire dans tous les cas, je peux râler sur ça, je ne pourrai jamais rien changer, mais toutes les petites choses que je peux améliorer, donc les gens qui veulent bien m'écouter, de leur répondre correctement, la cuisine que je donne à manger, que ce soit à ma femme ou à mes futurs enfants, essayer de leur donner quelque chose de correct, mais après de vouloir sauver la planète, ça c'est plus de mon ressort, quoi. Non, mais, écoute, dans tous les cas, je pense qu'on a fait un bon tour sur les aliments healthy entre guillemets, hein, on répète, sur les vacances au début et puis sur les styles d'alimentation. Je pense qu'on a été assez complet, donc j'espère que tous les élèves de Maxime qui stressent ou qui se posaient des questions par rapport à ça ont pu voir ce podcast, ça nous fera plaisir. Et puis, dans tous les cas, là, comme on l'a dit, c'était la reprise des podcasts. Donc, on va bientôt poster toutes les semaines. Donc, tous les mercredis, vous pouvez retrouver un podcast avec des invités donc comme Théo. Pourquoi pas un jour en refaire un ensemble? Ce sera avec plaisir. En tout cas, je te remercie vraiment, Théo. Non, mais j'ai vraiment apprécié l'échange. Donc, avec plaisir, je reviendrai. Déjà, merci pour cette invitation. Mais ouais, j'ai bon échange. J'ai apprécié.
Cool. Ça fait plaisir. Venant de toi, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Plaisir de partager en tout cas. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir pu regarder ce podcast. Comme je vous ai dit, donc dans la description, vous verrez les liens vers tous nos réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Théo. Donc, si vous voulez aller voir un peu son contenu et découvrir son univers, ce sera avec plaisir. Pour notre part, on a confiance dans ce qu'il fait. Enfin, Maxime le connaît bien. Moi, du coup, j'ai découvert aussi. Et c'est vrai que ça correspond un peu avec notre vision. Donc, allez-y, foncez. Et puis, Merci. on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Allez, salut à tous! Salut.